Shiki était juste un délinquant moyen qui avait été expulsé de l'école, mais quand un mystérieux étranger l'attaque et tue son père, il apprend qu'il a du sang de démon dans les veines et décide de maîtriser ses pouvoirs pour se venger. Il y a longtemps, une race de démons appelés Oni vivait au Japon, détruisant tout et tuant les humains à leur guise. Personne n'osait leur résister, mais alors, un homme courageux nommé Momotaro est apparu comme le sauveur de l'humanité. Il a attaqué la base des Oni, en tuant des milliers, mais ce n'était que le début d'une longue guerre entre Momotaro et les Oni qui se poursuit même à l'époque moderne. Ignorant comment ce vieux conte de fées est lié à son destin, un adolescent nommé Shiki nettoie sa collection d'armes à feu tout en parlant à un ami au téléphone. Il rit du fait qu'il a récemment été expulsé de l'école à cause d'une bagarre et dit qu'il ne s'en soucie même pas, car il en avait marre de voir les visages laids de ses camarades de classe chaque jour. Juste à ce moment, son père adoptif, Tsuyoshi, arrive et lui frappe la tête, lui demandant d'expliquer pourquoi il a été expulsé de l'école. Shiki lui dit de le laisser tranquille, et Tsuyoshi avance pour le frapper une fois de plus pour être un bâtard ingrat, mais Shiki l'esquive cette fois. Tsuyoshi demande alors à Shiki ce qui se passe avec toutes ses armes, car il dirige un magasin de vin et pas un magasin d'armes. Shiki le nargue en disant que le magasin de vin marche à peine parce que tout le monde sait qu'il perd des clients. Tsuyoshi riposte, se moquant de lui pour avoir agi de manière si hautaine après avoir été expulsé de l'école, et Shiki le prend personnellement. Il dit qu'il ne deviendra jamais un perdant comme Tsuyoshi, et qu'il est vraiment soulagé qu'il ne soit pas lié par le sang. Cela blesse les sentiments du vieil homme, mais il descend ensuite à cause d'un appel professionnel. Tsuyoshi part pour une livraison, et Shiki soupire, souhaitant qu'un homme riche l'ait adopté à la place. Il essaie ensuite de s'entraîner à viser, mais une explosion à l'extérieur de la maison le surprend. Il sort pour voir ce qui se passe, mais un brouillard épais bloque sa vue. Soudain, une rafale de brume noire étrange sort du brouillard, et Shiki tombe en arrière, choqué. La brume le suit, attrape sa jambe et le traîne à l'extérieur avant de le lâcher dans la rue. Alors que Shiki se relève et se demande ce qui se passe, un vieil homme effrayant vêtu de blanc apparaît, prêt à l'attaquer. Cependant, le moment suivant, Tsuyoshi revient et percute l'attaquant avec sa voiture avant de dire à Shiki de monter dans la voiture. Il s'éloigne aussi vite qu'il peut, disant que leur seule option est de quitter le pays maintenant. Cependant, Shiki n'a toujours pas compris ce qui vient de se passer. Il demande à son père comment il a pu tuer quelqu'un avec sa voiture, mais Tsuyoshi lui dit que l'homme n'est pas encore mort et qu'ils doivent s'éloigner le plus possible de lui. Il est vraiment en détresse et dit à Shiki de l'écouter attentivement, car ils n'ont pas beaucoup de temps. Tsuyoshi dit à Shiki qu'il est un descendant des Oni, et que le type qui vient de l'attaquer est le descendant de Momotaro. Shiki lui dit d'arrêter de plaisanter parce que ce n'est pas le moment, mais Tsuyoshi lui dit qu'il est sérieux. Juste à ce moment, une lame faite de brume noire pénètre le toit de la voiture, et Tsuyoshi l'esquive de justesse. Il réalise que l'attaquant les a rattrapés, et soudain les vitres de leur voiture sont recouvertes de brume noire, les aveuglant complètement. Tsuyoshi arrête la voiture près d'un entrepôt abandonné et en sort rapidement, disant à Shiki qu'ils doivent se cacher immédiatement. Juste à ce moment, la voiture explose, et quand Tsuyoshi se retourne, il constate que Shiki a disparu. Heureusement, il voit une traînée de brume noire entrer dans l'entrepôt et réalise que son fils a été emmené là-bas. À l'intérieur de l'entrepôt, Shiki se retrouve piégé dans une toile géante faite de brume noire, avec un type effrayant nommé Samidar debout devant lui. Samidar dit à Shiki que le sang Oni dans ses veines ne fait de lui qu'un nuisible, et qu'exterminer ces nuisibles est le travail de l'agence Momotaro. Shiki est toujours sous le choc que Samidar ait survécu à être écrasé par une voiture, mais juste à ce moment, Tsuyoshi arrive, lui disant que le conte de fées de Momotaro est une histoire vraie. Il dit que pendant des milliers d'années, Momotaro et les Oni se sont fait la guerre à travers leurs descendants qui partagent leur sang. Finalement, les descendants de Momotaro ont joint leurs forces et formé l'agence Momotaro, prenant l'avantage dans la bataille et forçant les Oni à se cacher parmi les humains pour survivre. Shiki ne comprend toujours pas ce qui se passe, mais Tsuyoshi lui dit de laisser papa s'en occuper. Samidar crée soudainement 2 épées à partir de brume noire, et en réponse, Tsuyoshi libère également la même capacité pour le combattre. Les 2 hommes se ruent l'un vers l'autre, entrechoquant leurs lames et libérant une puissante onde de choc. Tsuyoshi repousse Samidar d'une manière ou d'une autre, mais ce dernier dit qu'il est plus faible qu'avant. Samidar explique que la brume noire est la capacité unique que seuls les descendants de Momotaro peuvent utiliser, et que Tsuyoshi était autrefois son supérieur dans l'agence Momotaro. Shiki est horrifié d'apprendre que son père est un descendant de Momotaro, mais Tsuyoshi dit qu'il a complètement oublié cela. Samidar lui demande s'il a aussi oublié à quel point les Oni sont dangereux. Il déclare que pour les crimes d'avoir abrité un Oni, Tsuyoshi sera également éliminé. Tsuyoshi répond en l'attaquant le premier, mais lui et Samidar sont de force égale. Shiki ne peut que regarder leur combat fou avec perplexité, tandis que Samidar demande à Tsuyoshi pourquoi il protège un monstre qui ne vit que pour la destruction. Tsuyoshi lui dit de se taire et essaie de lui infliger de sérieux dégâts, mais Samidar est beaucoup plus rapide qu'il ne l'avait prévu. Il esquive facilement l'attaque et frappe ensuite Tsuyoshi avec un combo super rapide, le blessant gravement et l'assommant.
Shiki est dévasté en voyant son père saigner, et il maudit Samidar, disant qu'il le tuera. Samidar, cependant, lui dit qu'il va bientôt rejoindre son père dans l'au-delà. Juste à ce moment, Tsuyoshi attrape ses pieds, et Samidar lui demande pourquoi il va aussi loin pour protéger un Oni, et il répond qu'il n'a pas besoin de raison pour protéger son fils. Il dit que Shiki n'a encore fait de mal à personne, et qu'il est mal de le tuer juste parce qu'il a du sang Oni. Samidar crée simplement une épée de brume noire pour en finir avec lui, et la rage qui bouillonne en Shiki atteint finalement sa limite. Alors que ses yeux deviennent rouges, il jure qu'il tuera le bâtard qui essaie de faire du mal à son père, et ses pouvoirs démoniaques s'éveillent. Il commence à saigner de tous les pores de son visage, et ses cornes démoniaques sortent de sa tête. Shiki crie qu'il tuera Samidar, et quand l'homme se retourne pour le voir, il constate que Shiki n'est plus retenu par la toile. Le moment suivant, un tas d'armes à feu faites de sang apparaissent près de son visage, mais grâce à ses réflexes rapides, il parvient à bloquer tous les tirs. Cependant, Shiki a déjà quitté cet endroit, et pendant que Samidar se demande où il se cache, il remarque du sang qui tombe du toit où Shiki est suspendu à l'envers comme un Batman dérangé. En voyant sa forme couverte de sang, Samidar réalise que Shiki s'est éveillé et qu'il peut maintenant se battre en manipulant son sang, mais ce n'est même pas la chose la plus effrayante dans un combat contre un Oni. Soudain, Shiki se jette sur lui, le repoussant avec ses puissants coups. Samidar retourne rapidement la situation en lui tranchant le bras, mais Shiki saute en arrière et fait repousser son bras instantanément. Il crie ensuite comme un fou, et Samidar commence à transpirer parce qu'il réalise que ce combat ne sera pas facile. Shiki manifeste son pouvoir sous la forme de nombreuses armes à feu faites de sang, et Samidar est obligé d'utiliser toute sa force et sa vitesse pour bloquer les balles. Juste à ce moment, Shiki tire un putain de missile sur lui, et grâce à ses instincts, Samidar l'esquive de justesse, et la roquette explose derrière lui. Le vieil homme est obligé de fuir l'assaut impitoyable de Shiki, mais il lance alors son épée sur lui, espérant l'achever rapidement. Cependant, cela ne suffit pas, car Shiki l'atteint rapidement et le repousse d'un coup de pied. Samidar est trop fatigué et blessé pour bouger assez vite, et Shiki lui marche sur le visage avant de lui décharger l'équivalent d'un bataillon militaire de munitions sur le cul. Cependant, Samidar parvient d'une manière ou d'une autre à s'en sortir vivant, même s'il est terriblement blessé. Il maudit Shiki, mais soudain Shiki s'effondre et les armes faites de sang se brisent. Sa transformation Oni est annulée, et alors qu'il regarde ses mains ensanglantées, Shiki perd la tête, se demandant ce qui vient de se passer. Samidar se rappelle que c'est une réaction typique des gens qui éveillent leur pouvoir Oni pour la première fois. Avec son pouvoir restant, il invoque à nouveau une épée de brume noire, décidant de terminer son travail maintenant. Cependant, alors qu'il est sur le point de poignarder Shiki, Tsuyoshi saute entre eux, se sacrifiant pour sauver son fils. Samidar lui demande comment il a pu risquer sa vie pour sauver le garçon même après avoir vu le monstre qu'il est devenu. Tsuyoshi pense simplement à comment Shiki était un petit garçon mignon et dit à son vieil ami que ce n'était pas une mauvaise chose d'être un père heureux, même si c'était pour une courte période. Juste à ce moment, des civils se rassemblent sur les lieux après avoir entendu l'explosion et appellent les pompiers, et Samidar décide de se retirer pour l'instant. Il se transforme en brume noire et disparaît, laissant le Tsuyoshi blessé et le Shiki confus seul. Shiki panique et dit à son père qu'il va appeler une ambulance, mais il lui demande d'arrêter parce qu'il sait que c'est la fin. Il veut juste parler à son fils une dernière fois à la fin. Tsuyoshi lui dit qu'il n'a jamais pu lui parler de sa lignée Oni parce que cela aurait signifié lui dire qu'il y a des gens qui veulent le tuer, mais maintenant il ne peut que demander à Shiki de devenir assez fort pour vaincre à la fois Momotaro et les Oni, afin qu'il puisse vivre librement et heureusement. Cependant, Shiki lui crie de se taire parce qu'il n'en a pas encore fini avec lui. Il commence à l'emmener dehors, disant qu'ils parleront après qu'il ira mieux, et Tsuyoshi lui sourit une dernière fois avant de rendre son dernier souffle. Alors qu'il tombe au sol, Shiki perd la tête. Il essaie d'abord de le réveiller, puis se met à pleurer de manière incontrôlable. Peu de temps après, un homme en roller arrive sur place, et quand Shiki se retourne pour le voir, il l'assomme d'une seule tape sur la tête avant de l'emmener dans un endroit où seuls ceux comme lui peuvent devenir plus forts. Pendant qu'il est inconscient, Shiki rêve des moments heureux où il jouait dans le parc sous les yeux vigilants de son père, mais le rêve devient sombre abruptement avec Tsuyoshi mourant sous la main de Samidar. Shiki se réveille en sursaut alors qu'il fixe les yeux injectés de sang de Samidar, mais quand il regarde autour de lui, il se retrouve bâillonné et attaché à une chaise dans une grande salle vide. Juste derrière lui, le type en roller qui l'a kidnappé fait des pompes à une main avec son parapluie, et il se remet debout dès qu'il voit Shiki réveillé. Le seigneur des Edgelords se présente comme Nado, un Oni comme lui, et manifeste rapidement ses cornes. Shiki est trop confus par tout cela, et il ne peut même pas prêter attention à Nado, qui refuse de lui dire où ils sont maintenant. Il l'informe que le corps de son père est stocké en sécurité ailleurs, et qu'il l'a amené ici pour récupération et évaluation. Nado patine soudainement vers le tableau blanc dans le coin et le rapproche de Shiki avant de flex à quel point c'est rapide et efficace d'utiliser des rollers au lieu de marcher. Ensuite, il commence à expliquer l'agence Momotaro à Shiki,
disant qu'il a déjà vu un type qui peut contrôler la brume noire et l'utiliser comme une arme. L'agence Momotaro trouve et chasse les Oni, et en réponse, les Oni ont créé leur propre agence pour riposter. Nado dit que son travail est de trouver des Oni nouvellement éveillés comme Shiki et de les amener dans un endroit sûr où il peut évaluer s'ils sont dignes de rejoindre l'agence Oni. Avec cette brève intro, il remet le tableau blanc à sa place et retire ensuite le bâillon de Shiki pour pouvoir l'interviewer. Dès qu'il retire le bâillon, Shiki commence à crier pour qu'il le libère. Il maudit aussi Nado, le menaçant de le tuer s'il a fait du mal au corps de son père, et Nado déduit immédiatement un point de son score qui est déjà à 0. Il traite Shiki de crétin pour ne pas avoir compris ce que stocker en sécurité signifie, alors qu'il l'a mentionné il y a quelques minutes. Shiki se met en colère contre lui et dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse faire confiance à un edgelord louche comme lui, et Nado ne s'attendait à rien d'autre de sa part. Il décide de déduire plus de points du score de Shiki plus il le maudit et exige d'être libéré, lui disant de coopérer s'il veut réussir l'évaluation. Shiki se moque bien de l'évaluation, mais il veut être libéré rapidement, alors il essaie de contenir sa colère. Cependant, il n'y arrive même pas correctement, et Nado lui dit d'arrêter de lui donner ce regard effrayant. Shiki pète un câble en entendant cela, et Nado décide de l'évaluer en utilisant une méthode non standard parce que les choses normales ne semblent pas fonctionner avec les tarés. Il enlève sa cravate, et avant que Shiki ne puisse réaliser ce qui se passe, Nado utilise la cravate pour l'étrangler de toutes ses forces. Shiki panique alors qu'il perd son souffle, et Nado dit que la vraie nature d'une créature est révélée quand elle est proche de la mort, et c'est ce qu'il veut voir. Shiki essaie de résister de toutes ses forces, mais il ne peut pas sortir de l'étranglement même après saigner de tous les trous de son visage. Il perd bientôt connaissance, et Nado est déçu de lui, mais le sang que Shiki vient de perdre s'éveille à la suite de son pouvoir. Il se transforme en pointes acérées et attaque Nado, qui esquive l'attaque sans trop de difficulté. Soudain, il trouve un Gatling fait de sang pointé sur sa tête, et derrière lui, Shiki est dans son état de berserker. Il ouvre le feu sur Nado et recule ensuite après être satisfait, mais ses attaques n'ont même pas touché l'edgelord, qui s'est protégé en recouvrant son parapluie de son sang. Il déduit 100 points du score de Shiki parce qu'il ne sait même pas comment utiliser son sang Oni, puis décide de lui montrer comment c'est vraiment fait, même s'il ne se souviendra de rien une fois que l'état de berserker sera terminé. Shiki se jette soudainement sur lui, mais Nado est préparé à tout, et quelques minutes plus tard, Shiki reprend conscience, allongé vaincu sur le sol. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer, mais il regarde ensuite ses mains rouges et panique, réalisant qu'il est de nouveau hors de contrôle. Nado s'assoit calmement sur lui, disant qu'il est naturel que sa mémoire soit vide parce que quand un Oni passe en mode berserker, il perd la tête. Autour d'eux, la salle est un vrai bordel à la suite de leur combat, et Shiki dit à Nado d'arrêter de lui faire la leçon quand il utilise aussi son sang comme arme. Nado fait immédiatement disparaître son parapluie de sang, disant à Shiki qu'il n'est jamais devenu berserker parce qu'il peut vraiment contrôler son pouvoir. Il déclare ensuite qu'il n'y a plus rien à dire parce que Shiki est disqualifié pour rejoindre l'agence Oni. Shiki n'a toujours aucune idée de ce qui se passe, mais s'il y a une chose dont il est sûr, c'est que Nado est ridiculement fort. Il décide d'avaler sa fierté et supplie Nado de le prendre comme subalterne parce qu'il veut devenir plus fort et venger son père. Nado refuse immédiatement sa demande, disant à Shiki que quelqu'un comme lui, qui n'utilise pas son cerveau en combattant, est toujours le premier à mourir dans un vrai combat. Il le traite de honte inutile qui ne peut contrôler ni son cerveau ni son pouvoir, et Shiki utilise chaque once de sa force pour retenir sa rage. Nado déclare ensuite qu'il est temps pour lui de se débarrasser de Shiki parce qu'un Oni berserker est une responsabilité pour tout le monde. Il utilise son anneau spécial pour se couper le pouce, laissant un filet de sang s'écouler. Il transforme le sang en parapluie, et Shiki a soudain une idée pour le faire changer d'avis. Il s'éloigne de la portée de Nado et se précipite ensuite vers lui en traînant son poing sur le sol jusqu'à ce qu'il saigne. Nado transforme rapidement son parapluie en un bouclier hérissé de pointes qui le protégera de toute attaque au corps à corps, puis calcule les mouvements possibles que Shiki peut utiliser. Shiki saute au dernier moment, ce qui faisait partie des possibilités que Nado avait calculées, mais il le surprend en utilisant les pointes pour sauter sur le côté et pointer une arme ensanglantée sur son visage. Shiki concentre toute son attention sur l'arme, tirant un coup puissant avec le recul, l'envoyant voler en arrière. Il n'arrive pas à croire qu'il a réussi à toucher Nado, mais il s'avère qu'il n'y est même pas arrivé cette fois. Nado bloque simplement la balle de sang avec son doigt et la brise, ne donnant aucun crédit à Shiki pour l'attaque parce qu'il est à moitié entré en mode berserker pour l'attaquer. Alors que Shiki semble perdre à nouveau la tête, Nado décide d'en finir avec lui avec son attaque spéciale. Il se met dans une cage protectrice et invoque des archers faits de son sang, prêts à tirer à son commandement. Cependant, alors qu'il remarque que Shiki lutte contre ses instincts de berserker et reprend le contrôle de son pouvoir, Nado annule son attaque spéciale. Shiki est fier d'avoir réussi à contrôler son pouvoir, mais il tombe au sol parce qu'il vient de dépenser trop d'énergie. Nado n'arrive pas à croire que non seulement Shiki a contrôlé ses pouvoirs, mais il a aussi supprimé le mode berserker,
ce que tout le monde ne peut pas faire. Il lui demande comment il a fait ça, mais Shiki lui dit avec suffisance de l'accepter comme subalterne pour débloquer la réponse. Nado lui dit qu'il y réfléchira, et Shiki décide de prendre ça pour un oui. Il dit que quand Nado a parlé de contrôler son sang, il n'a pas compris, mais quand il l'a vu se couper le pouce et utiliser le sang pour créer une arme, il a eu une idée. Il a pensé que puisqu'ils étaient tous les deux des Oni, il pouvait juste imiter son mouvement, et étonnamment, ça a marché. Il n'a pas compris les détails cependant, et il a juste laissé son bras saigner tout en lui criant mentalement de former une arme. Shiki est toujours excité que son pari ait fonctionné et demande à Nado ce qu'il en pense. Nado pense que c'est des conneries parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. D'après son expérience, les ados stupides et émotifs comme Shiki ont du mal à contrôler leur sang, tandis que les gens rationnels et calmes comme lui ont les meilleures chances d'utiliser leur pouvoir correctement. Il pense que Shiki n'écoute pas la raison et ne laisse même pas son mode berserker le contrôler, et qu'il peut utiliser son instinct brut pour forcer son pouvoir à lui obéir. Il pense que c'est une méthode très brutale, mais qu'elle peut aussi donner à quelqu'un une quantité explosive de pouvoir. Il commence à se demander quoi faire de ce cas unique quand soudain Shiki lui dit qu'il a besoin de pouvoir pour venger son père et tuer l'homme qu'il a assassiné. Il dit à Nado que s'il le prend comme subalterne et lui apprend tout, il deviendra utile pour lui. Cependant, Nado refuse d'envisager cette possibilité. Il transforme son parapluie en lance, lui disant que des gens comme lui sont un risque pour la société parce qu'il ne savait même pas qu'il pouvait contrôler son pouvoir et a juste pris un pari. Il dit qu'il ne peut pas l'accepter comme un larbin et fait ensuite comme s'il allait le poignarder avec la lance, mais ne frappe que le sol près de sa tête. Il dit à Shiki qu'il ne l'acceptera pas comme subalterne, mais comme étudiant, et c'est vraiment déroutant pour Shiki parce qu'il pense que c'est la même chose. Nado lui dit qu'il a à peine réussi le test, mais qu'il lui donnera la chance de prouver ses capacités. Shiki ne comprend pas ce qui se passe, alors Nado décide de commencer par les bases. Il lui dit qu'ils sont sur une île appelée Ls Doorstep, qui était connue sous le nom d'Onagashima dans le passé. C'était l'endroit où le Momotaro original a massacré des démons, mais maintenant c'est un endroit où les Oni peuvent vivre en sécurité. Au centre de l'île, il y a l'Académie Rasetsu, qui est une école militaire qui entraîne les Oni à combattre l'agence Momotaro. Shiki est effrayé d'apprendre qu'il est sur une île, mais Nado lui pique le visage, lui disant que ce n'est pas important. La partie la plus importante est que l'Académie Rasetsu lui apprendra tout, de l'éducation générale au contrôle de son sang Oni, en passant par les techniques de combat et l'histoire entre Momotaro et les Oni. Nado est le professeur principal de Shiki, et il lui en dit plus sur la façon dont ils font les choses ici à l'Académie, mais c'est plus que son cerveau de Type ne peut gérer. Shiki ne s'en soucie même pas, parce que tout ce qu'il veut savoir, c'est s'il peut devenir assez fort pour venger son père. Nado ne peut lui donner aucune garantie, mais il lui dit que s'il ne peut pas devenir assez fort pour combattre l'agence Momotaro, il sera expulsé de l'école. Bientôt, Shiki s'habille, et il est excité d'aller dans une école différente, mais Nado l'avertit que d'autres personnes ont réussi le test cette année, et qu'il est probablement le moins doué parmi eux. Soudain, Shiki se souvient de son père et demande à Nado où est son corps. Nado répond qu'ils l'ont gardé à la morgue parce qu'il voulait que Shiki s'occupe des funérailles selon ses croyances. Shiki devient un peu morose en pensant à la mort de son père, et Nado lui dit qu'être un idiot morose est une perte de temps, et qu'il devrait se concentrer uniquement sur devenir plus fort pour pouvoir se venger. Shiki dit qu'il a l'air d'être un type sympa finalement, et ça gêne Nado, qui s'éloigne rapidement en disant à Shiki que s'il n'arrive pas en classe avant lui, il sera expulsé. Shiki arrive d'une manière ou d'une autre à le rattraper, et alors qu'il se demande comment il devrait entrer en classe pour maximiser son aura, Nado le frappe juste à travers la porte. Shiki a l'impression d'avoir une dette d'aura à cause de son entrée peu cool, et il demande au garçon masqué nommé Jin des mouchoirs pour son saignement de nez. Jin s'avère être un encore plus grand edgelord que leur professeur, et il dit à Shiki d'arrêter de lui parler. Shiki se met en colère et commence à le taquiner pour ne pas avoir encore ses cornes. Jin manifeste simplement ses cornes, disant que seuls les débutants stupides qui ne peuvent pas contrôler leurs cornes les étalent tout le temps. Ce commentaire offense un autre type nommé Akari, qui ne peut pas non plus contrôler ses cornes. Les choses commencent à devenir tendues dans la salle de classe, avec Shiki qui se rapproche de Jin. Cependant, avant que les choses ne deviennent violentes, Nado arrive soudainement derrière eux, et Shiki se retrouve assis juste à côté de Jin sans même réaliser quand c'est arrivé. Jin est tout aussi choqué, mais Nado n'a pas de temps à perdre avec ce que pensent ses élèves. Il dit que pour leur première leçon, ils vont jouer à un jeu de chat. Il emmène tous les élèves dans la forêt, leur disant qu'ils ont 1 heure pour retourner à l'école tout en évitant d'être attrapés par lui. Nado déclare ensuite que quiconque ne revient pas à l'école dans le temps imparti sera expulsé, et il se moque de l'objection de Shiki. Il dit ensuite aux élèves qu'ils sont libres d'utiliser leurs pouvoirs, et qu'il n'utilisera les siens que si quelqu'un devient berserké. Jin dit avec confiance qu'il pourrait être tué s'il n'utilise pas ses pouvoirs, et Nado n'a aucun problème avec ça. Au lieu de cela, il dit que si quelqu'un le tue, il sera diplômé instantanément,
et pourra ensuite rejoindre n'importe quelle équipe qu'il souhaite pour combattre l'agence Momotaro. Il dit ensuite que l'école est là pour les préparer aux défis de la vraie vie, et qu'il va les tester à chaque étape. Il demande à tout le monde s'ils sont prêts, et Shiki répond qu'il va tout donner et réussir les tests. Neto révèle ensuite qu'il y a une autre règle et sort 2 balles encore plus petites que les miennes. Il explique aux étudiants qu'ils doivent avoir une balle avec eux lorsqu'ils atteindront l'académie pour réussir ce test, puis les lance soudainement dans la zone restreinte. Les étudiants pensent que, comme il n'y a que 2 balles, ils devront se battre pour elles, mais Neto révèle alors qu'ils seront divisés en équipes. La première équipe comprend Shiki ainsi que Jin et la timide Omar aux cheveux roses. Le deuxième groupe a le délinquant nommé Ikari et l'intello Juji, tandis que le troisième groupe a le nerveux Roku et Kuina, qui semble la plus confiante de tous les présents. Neto annonce aux 3 équipes qu'il entrera dans la zone restreinte 15 minutes après eux pour leur donner de l'avance, mais Shiki l'interrompt en disant qu'il ne veut pas faire équipe avec le type masqué bizarre. Neto lui répond qu'il sera expulsé s'il ne peut pas travailler en équipe, et Shiki est forcé de se rétracter. Ensuite, Omar se présente poliment à Shiki, qui n'a jamais eu aucune interaction féminine de sa vie. Il a immédiatement des papillons dans l'estomac en la voyant s'approcher et lui déclare avec assurance qu'il la protégera. Elle rougit en entendant cela et lui dit qu'il n'a pas besoin d'aller si loin, car tout ce qu'elle veut, c'est ne pas lui être un obstacle. Ensuite, elle va se présenter à Jin, mais c'est un fan extrême de Tate qui ne daigne même pas lui répondre. La faible estime d'elle-même d'Omar refait surface, et elle se met à pleurer en s'excusant de lui avoir parlé. Shiki commence à crier sur Jin pour avoir blessé les sentiments de la jeune fille, puis se dépêche de la réconforter en lui disant qu'elle ne devrait pas gâcher son joli visage en pleurant. Il retourne ensuite narguer Jin, mais le fan de Tate lui dit d'arrêter d'être un bêta simp. Neto interrompt leur querelle et leur dit d'entrer dans la forêt parce qu'ils n'ont pas toute la journée. Jin et Shiki courent immédiatement vers la forêt restreinte, et après un moment à regarder autour d'eux sans comprendre, Omar les suit également. À l'intérieur, Jin commence à sauter d'arbre en arbre comme un ninja de Naruto, en pensant que tuer Neto lui permettra d'obtenir son diplôme et le droit de rejoindre l'escouade de son choix. Il veut saisir cette chance pour retourner sur le front et affronter à nouveau son plus grand ennemi, mais soudain, Shiki tente de l'attaquer par derrière, le sortant de son monologue intérieur. Jin lui demande ce qui ne va pas chez lui, et Shiki répond qu'il va prouver qu'il est plus fort que lui. Jin est également partant pour un combat, et il enlève son masque pour révéler d'horribles cicatrices autour de sa bouche. Shiki est effrayé, mais il dit que seuls les faibles exhibent leurs vieilles cicatrices, mais Jin ne tombe pas dans son piège. Il retire simplement ses gants, révélant que sa main est aussi couverte de marques de points de suture. Il déchire l'un des points pour faire couler son sang et le transforme en lame circulaire. Shiki est choqué de voir cela parce qu'il pense que l'auteur de Chainsaw Man les poursuivra en justice pour avoir copié ses idées. Jin lui dit d'arrêter de perdre son temps et de fuir s'il a peur, mais Shiki répond que s'il fuit maintenant, il ne pourra pas venger la mort de son père. Jin est surpris en entendant cela, mais devient soudainement menaçant en disant à Shiki qu'ils ne pourront jamais se comprendre. Shiki lui répond qu'il ne veut pas le comprendre en premier lieu et mord son pouce pour faire couler son sang. Cependant, il échoue cette fois à le transformer en pistolet et panique, se demandant ce qu'il doit faire pour y parvenir. Il décide de se battre avec un bâton parce que c'est sa seule option, mais il réalise vite qu'il n'est pas de taille face à Jin, qui peut couper des arbres d'un seul coup de ses bras tronçonneuses. Pendant ce temps, Omar essaie de trouver les 2 garçons quand elle entend soudain le bruit des arbres qui tombent au sol. Elle panique, et son complexe d'infériorité refait surface, pensant qu'elle n'est pas faite pour un endroit comme celui-ci. Cependant, elle se réjouit un peu en repensant au fait que Shiki l'a trouvée mignonne, et elle décide de le chercher, sans réaliser qu'elle était à quelques mètres de l'une des balles. Au même moment, Shiki essaie de combattre Jin à main nue. Jin n'utilise même pas ses pouvoirs de tronçonneuse contre lui et parvient quand même à le battre facilement. Shiki continue de se demander comment Jin contrôle si facilement ses pouvoirs, mais il réalise alors que la capacité de Jin est différente de ses tornades. Il perd sa concentration en réfléchissant à la vraie nature de leurs pouvoirs, et Jin parvient à le mettre KO d'un seul coup de poing. Shiki est frustré par cela, et Jin décide de laisser le perdant pleurer en paix. Cependant, alors qu'il commence à s'éloigner, Shiki se relève en lui disant que le combat n'est pas terminé. Jin, énervé, envoie une tronçonneuse vers lui, et au même moment, Omar arrive sur les lieux. Grâce à ses instincts de survie négatifs, elle ne remarque même pas qu'elle marche droit dans la ligne de tir. Shiki panique en voyant cela et parvient heureusement à la mettre en sécurité, bien qu'il soit légèrement blessé en le faisant. Il se relève rapidement d'au-dessus d'Omar et ordonne à Jin de s'excuser auprès d'elle, mais Jin répond que ce serait de sa faute si elle mourait de son attaque faible. Shiki est furieux, mais il entend soudain Omar répéter « Je suis désolé » comme une prière. Il lui dit que ce n'est pas sa faute, mais Omar est en transe et se met soudain à saigner du nez. Le sang prend lentement la forme d'un géant humain, et Jin et Shiki paniquent, se demandant ce que c'est que ce truc digne de l'attaque des titans. Omar leur dit à tous les 2 de fuir parce que son titan femelle va les tuer. Au moment où elle dit cela, le titan femelle frappe le sol de toute sa force, et Shiki évite de justesse son attaque.
Jin, quant à lui, saute directement vers le titan femelle pour contre-attaquer, mais ses tronçonneuses ne font pas beaucoup de dégâts à son corps géant. Shiki demande à Omar si elle ne peut pas arrêter cette chose, et elle s'excuse parce qu'elle ne peut rien faire. Elle s'effondre soudain après avoir perdu trop de sang, et Shiki décide de l'éloigner du titan femelle pour l'aider. Cependant, il est choqué de voir le titan la protéger, et même Jin se demande si le sang d'Omar a une volonté propre. Soudain, le titan femelle se met à cracher du sang violemment, et tandis que Jin se cache derrière un rocher, Shiki prend l'attaque de plein fouet. Omar en pleurs supplie le titan femelle d'arrêter, l'appelant grande sœur, et Shiki se relève, confus sur ce qu'elle veut dire. Omar lui demande encore une fois de fuir, mais Shiki refuse, disant qu'elle mourra d'une perte de sang s'il ne l'aide pas, et qu'il ne veut plus jamais voir personne mourir devant lui. Soudain, le titan femelle pousse un puissant rugissement dont l'onde de choc atteint même les autres étudiants à l'extérieur de la forêt. Neto observe tout depuis la cime d'un arbre et décide de laisser Shiki et Jin essayer de gérer le pouvoir de libération de sang d'Omar avant d'intervenir. De retour sur le lieu du combat, Shiki essaie de se blesser pour faire couler son sang et s'en servir comme arme, mais cela ne fonctionne pas. Le titan femelle l'attaque, et il esquive, mais le titan femelle ramasse alors des pierres au sol et les lui lance. Il est touché et projeté au loin, mais ce qui le blesse le plus, c'est à quel point il est pathétiquement faible maintenant. Il n'a jamais perdu un combat auparavant, mais maintenant, il n'est qu'un gamin inutile. Il se met à pleurer de frustration, mais Jin revient pour rejoindre le combat et lui dit de rentrer chez lui s'il va pleurer comme une fillette. Shiki se met en colère contre lui et dit qu'il avait juste de la sueur dans les yeux, mais Jin n'a pas de temps pour ça. Il s'ouvre à nouveau les blessures et crée cette fois 2 types différents de tronçonneuses sur chaque bras. Les dégâts qu'il a subis lors de l'attaque précédente du titan femelle le gênent encore, mais il est déterminé à gagner chaque combat devant lui. Neto observe de loin et est impressionné que Jin puisse créer 2 types d'armes simultanément. Il commence à expliquer que le sang Oni peut prendre n'importe quelle forme qu'ils imaginent, mais qu'il est souvent influencé par leurs traumatismes passés, leurs préférences et leurs expériences. Pendant ce temps, Jin se précipite vers le titan femelle, utilisant la tronçonneuse circulaire pour grimper. Il essaie ensuite d'imiter Levi Ackerman en attaquant le cou du titan femelle, mais elle sacrifie un bras pour se protéger. Pendant qu'il combat le titan femelle, Shiki crie après sa main pour qu'elle crée quelque chose. Il se demande pourquoi il ne peut pas fabriquer une arme alors que Jin le peut, mais il réalise soudain que Jin ne crée que des choses pour trancher, et même Omar a un lien personnel avec son titan femelle. Il pense qu'il peut fabriquer des armes à feu parce qu'il les aime plus que l'américain moyen, et il comprend soudain comment contrôler ses pouvoirs. De l'autre côté, Jin a du mal à combattre le titan femelle, qui pousse soudain un rugissement si puissant qu'il lui fait éclater les tympans. Il perd son équilibre et pense qu'il va mourir, et même Neto se prépare à intervenir, mais Shiki déclare alors qu'il prendra le relais. Il pointe un puissant lance-grenade vers le titan femelle, et Neto est impressionné qu'il ait compris. Shiki est ravi d'essayer sa nouvelle arme, mais le titan femelle l'attaque. Il esquive son attaque et tire une grenade sur elle, la réduisant instantanément en morceaux, et Jin et Neto sont stupéfaits par sa puissance. La femelle titan commence à disparaître alors que ses fragments sont dispersés partout, et Homer perd connaissance. Pendant ce temps, Jin est encore stupéfait par la puissance de feu de Shiki quand il se met soudainement à pleuvoir du sang. Cependant, ce n'était que le sang dispersé dans l'air par l'attaque précédente de Shiki, et la pluie redevient rapidement normale. Jin réalise que l'attaque de Shiki n'a pas seulement tué la femelle titan, elle a aussi changé le temps. Shiki, quant à lui, n'y pense même pas. Il commence à se diriger vers Homer pour voir si elle va bien, mais sa vision devient floue, et il tombe au sol, incapable de bouger. Juste à ce moment, Neto arrive, lui disant qu'il a libéré une quantité ridicule de sang tout à l'heure, et que c'est pour ça que son corps n'a plus de force. Shiki lui dit qu'il peut encore continuer et parvient tant bien que mal à se relever, mais cela ne dure même pas 5 secondes avant qu'il ne retombe au sol. Neto le traite de noob qui ne sait même pas contrôler son pouvoir, mais il réalise que le pouvoir de Shiki dépasse tout ce qu'il a jamais vu. Il dit à Shiki que s'il utilise trop de sang, il pourrait même mourir, et cela le fait s'inquiéter pour Homer plutôt que pour lui. Il demande à Neto d'aller vérifier son état parce qu'elle a peut-être utilisé beaucoup de sang, et que lui peut être examiné après elle. Neto ne s'attendait pas à ce que Shiki s'inquiète pour une autre personne alors qu'il est lui-même dans un état si grave, mais alors qu'il s'apprête à les aider, Jin lance une attaque surprise contre lui. Heureusement, les réflexes de Neto sont assez rapides pour bloquer l'attaque, et il repousse Jin, qui lui dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour les perdants. Neto lui demande ce qui se passera si Homer meurt parce qu'elle ne reçoit pas de traitement d'urgence, et Jin répond que ça ne le concerne pas. Neto est dégoûté en entendant cela et fait comprendre à Jin qu'il déteste les enflures égoïstes comme lui. Jin s'en moque aussi et demande simplement à Neto de confirmer qu'il peut obtenir son diplôme s'il le tue. Neto promet qu'il dit la vérité, et cela suffit pour que Jin se précipite directement sur lui. Neto bloque sa tronçonneuse de sang avec son parapluie, fabriqué dans le même matériau que le pantalon de Hulk, parce que cette chose est indestructible.
Il appuie ensuite sur un bouton pour libérer un écran de fumée, et Jin pense qu'il essaie de l'abattre avec une attaque surprise. Il est confiant qu'il peut tuer Neto dès qu'il entre dans sa portée, mais l'instant d'après, il est touché par des balles rapides. Il se met immédiatement à couvert derrière un arbre, et Neto continue de tirer des balles en caoutchouc depuis son parapluie multifonction vers lui, disant que les balles ne le tueront pas, mais qu'elles feront très mal. Il a aussi volontairement visé la main blessée de Jin plus tôt pour maximiser les dégâts. Jin réalise que Neto prévoit de garder une distance sur entre eux parce qu'il pense qu'il ne peut utiliser que des armes de courte portée. Cependant, il a quelques tours dans son sac pour des moments comme ceux-ci, et il quitte immédiatement la couverture de l'arbre, esquivant les balles de Neto avant de lui envoyer des lames volantes. Neto les esquive facilement, mais il est surpris que Jin ait une contre-mesure pour les ennemis qui peuvent combattre hors de sa portée. Jin continue de l'attaquer et apparaît ensuite derrière lui en plein air, pensant qu'il ne pourra pas se défendre maintenant. Cependant, Neto lui lance simplement une bombe, et Jin panique. Heureusement, il s'agit encore d'une bombe fumigène inoffensive, et Jin pense que Neto va encore lui tirer dessus à distance. C'est pourquoi il ne s'attend même pas à ce que Neto arrive par derrière et le frappe avec un coup capable de briser la colonne vertébrale. Neto lui fait la leçon en disant qu'il est trop sûr de ses prédictions dans un combat, car cela le rend vulnérable aux attaques surprises. Jin est trop blessé et épuisé pour même bouger maintenant, mais il continue d'essayer, et Neto doit retourner son parapluie et l'utiliser comme une cage pour le contenir. Jin continue d'essayer de se libérer du parapluie, et Neto lui demande s'il est si désespéré de voir son père. Il devient soudainement silencieux en entendant cela et demande alors à Neto comment il savait ça. Neto répond qu'il a consulté ses dossiers, donc il sait quelque chose sur lui, y compris le fait que son père est un Momotaro. Alors que chaque cellule du corps de Jin se révolte en entendant cela, Shiki est choqué d'apprendre qu'ils ont tous les deux des histoires similaires. Cependant, Jin est rempli de haine alors qu'il admet que son père est un Momotaro et que ce bâtard lui a tout pris. Il a tué sa famille et a ensuite fait des expériences sur lui, laissant des cicatrices sur tout son corps. Jin se souvient comment il a survécu grâce aux ordures et à la haine contre son père. Il jure qu'il le tuera de ses propres mains, même s'il doit risquer sa vie pour ça. Dans son mode enragé, Jin a soudainement une explosion de pouvoir, lui permettant de déraciner la cage qui le retient. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Neto l'attrape par le visage et le plaque au sol, le traitant de gamin stupide. Il lui dit que s'il meurt en poursuivant son rêve, il est un idiot qui ne pourra jamais les réaliser. Il lui dit de vivre pour réaliser son rêve, même si cela signifie accepter la défaite et l'humiliation. Jin arrête enfin de bouger après ça, et Neto appelle ensuite l'école pour envoyer l'infirmière parce qu'il a un étudiant blessé ici. Il informe l'école que Homer a été retiré de ce test à cause de sa perte de sang, et que Jin a aussi été attaché. Shiki, quant à lui, est toujours debout, et Neto lui dit qu'il lui reste à peine 6 minutes avant que la limite de temps ne soit atteinte. Il a une des balles en main et dit à Shiki qu'il peut soit essayer de la lui prendre, soit trouver la balle restante en 5 minutes et atteindre l'école. Shiki dit que ce n'est pas juste, mais il n'a pas d'autre choix que de jouer selon les règles de Neto. Il s'enfuit immédiatement, et Shiki décide de le poursuivre pour voir ce qu'il fait. Pendant ce temps, Jin est assis en silence là où il est attaché à un arbre quand soudain Shiki sort des buissons à proximité. Il s'approche de Jin, lui disant qu'il va le libérer, mais en échange, il devra travailler avec lui. Jin est choqué par cette offre, et Shiki dit qu'aucun d'eux ne peut battre Neto seul, mais s'ils travaillent ensemble, ils ont une chance. Jin refuse, disant que se faire sauver par un idiot rabaissera sa fierté, et Shiki ne se donne même pas la peine de débattre du fait qu'il est un idiot. Il demande à Jin si sa fierté est plus importante pour lui que ses objectifs, parce qu'il ne peut pas atteindre ses objectifs en restant assis ici. Jin lui demande pourquoi il se soucie même de ça, et Shiki révèle que son père était aussi un Mamatro. Jin est choqué d'entendre cela, et ensuite Shiki lui fait le bon vieux Naruto, lui disant qu'ils sont les mêmes. Pendant ce temps, Neto cherche Shiki, et comme il ne le trouve pas, il doute qu'il soit revenu. Juste à ce moment, il voit Shiki s'enfuir en maudissant Jin et décide de le coincer immédiatement. Shiki s'arrête dès que Neto saute sur lui, lui disant qu'il est à court de temps tout en exhibant sa balle. Shiki commence à maudire Jin dans son esprit, non pas parce qu'il ne l'aide pas, mais parce que, malgré avoir été sauvé, il voulait être celui qui commande. Juste à ce moment, Jin saute sur Neto par-dessus, visant la balle, mais il l'esquive facilement. Cependant, ce n'était qu'une feinte, et le vrai mouvement de Jin est de lancer une pierre attachée à une corde sur Neto. La corde s'enroule rapidement autour de lui, le retenant, et ensuite Shiki attrape l'autre extrémité. Lui et Jin commencent à tirer Neto de toute leur force, mais il plante ses talons dans le sol, assez sûr qu'ils n'ont pas assez d'endurance pour gagner contre lui. Soudain, Jin tire une lame de sang sur Neto, le forçant à esquiver, et il perd son équilibre en essayant de le faire. C'est suffisant pour Shiki, qui se précipite vers lui et frappe la balle hors de ses mains. La balle atterrit près de Jin, et Neto est assez sûr que s'il essaie de l'amener à l'école, Shiki essaiera de la lui voler. Il prévoit de la leur prendre pendant qu'ils se battent, mais à sa surprise,
Shiki dit à Jin de prendre la balle et de courir. Jin fait exactement ça, et Shiki continue de l'encourager avec excitation. Il dit à Neto qu'ils lui ont pris la balle, mais ensuite Neto lui rappelle que seule la personne qui amène la balle à l'école réussit, et à ce rythme, ce sera juste Jin. Shiki est stupéfait en réalisant cela, et Neto se rend compte qu'il est complètement stupide et ne pense pas aux bénéfices et aux pertes avant d'agir. Il regrette rapidement ses décisions et crie à Jin de revenir, mais il est trop loin pour l'entendre maintenant. Jin est sûr qu'il peut retourner à l'école à temps à ce rythme, mais ensuite il se souvient que cela n'aurait pas été possible sans l'aide de Shiki, et soudain il ne peut pas l'abandonner. Il fait demi-tour et court vers Shiki, qui est abasourdi et lui demande s'il est aussi désorienté que Zoro. Jin lui dit de se taire parce que la seule raison pour laquelle il fait ça, c'est qu'il ne veut pas devoir son succès à un idiot. Il préfère échouer et atteindre son objectif par lui-même, et c'est pourquoi il demande à Shiki de prendre la balle et de se diriger vers l'académie. Cependant, juste au moment où ils sont sur le point d'entrer en contact, une petite créature rose arrive en courant à grande vitesse et s'arrête juste entre eux. Neto interrompt immédiatement le test, leur disant qu'ils ne devraient pas se battre quand Muku, leur animal de livraison express, est là avec eux. Il sait que Muku n'est envoyé qu'en cas d'urgence, et il active la radio sur son dos pour recevoir une demande de renfort de la branche de Kyoto, qui est attaquée par l'agence Momotaro. À l'extérieur de la zone de test, les autres étudiants attendent patiemment leur tour, pensant que Shiki et les autres ont échoué parce que la limite de temps est déjà dépassée. Cependant, Neto revient avec Shiki et Jin juste à ce moment, disant aux autres étudiants que la branche de Kyoto est en grave danger et demande des renforts, donc ils s'y rendent au lieu de faire le test. Ils montent immédiatement sur un bateau et se dirigent vers la branche de Kyoto, et les étudiants ont des opinions mitigées sur le fait d'être sur de vrais champs de bataille si rapidement. Cependant, Neto leur dit qu'ils ne se battront pas, et qu'il a seulement besoin qu'ils soutiennent les vrais combattants. Peu après, ils arrivent à Kyoto et Neto les conduit dans les environs d'un temple célèbre, affirmant que la base de l'agence Oni se trouve juste en dessous. Il emmène les étudiants dans un restaurant d'apparence ordinaire, où une vieille femme effrayante les accueille. Une fois arrivés dans le salon, la vieille femme leur révèle un escalier secret souterrain qui les mènera à leur destination. Pendant ce temps, à un autre endroit, Tsubakiri, capitaine de l'agence Momotaro, vient de terminer la traque d'une unité d'Oni. Il les traite de vermisseaux qui se font passer pour des soldats, et son vice-capitaine, Yomoji, lui dit qu'il est encore allé trop loin. Elle se plaint du désordre qu'il a causé, car cela va être pénible à nettoyer, et Tsubakiri répond qu'il est tout simplement trop agacé quand il voit des asticots. Il aurait préféré qu'ils affrontent une Oni femelle, car elles sont résistantes et supportent mieux la douleur que les mâles, ce qui est en fait un bon choix pour ses expériences. Yomoji lui dit que ces expériences sont dégoûtantes et qu'elle les déteste, en particulier la chose qui marche vers eux. Tsubakiri lui dit de ne pas être froide envers sa création préférée, qui est un mélange de chien, de singe et de faisan. Il l'a baptisé Agli, et c'est la seule chose sur laquelle Yomoji est d'accord avec lui. Tsubakiri dit qu'Agli est son spécimen de recherche important, ainsi qu'un membre loyal de leurs armes biologiques anti-Oni. Yomoji répond que leur travail consiste à tuer les Oni dangereux et à sauver les civils, et qu'il devrait contribuer davantage à cela plutôt que de perdre son temps dans des recherches effrayantes. Tsubakiri lui répond que le sang des Oni est une chose vraiment fascinante et qu'il fait de son mieux pour aider à sa manière. Il affirme que s'ils parviennent à apprendre à contrôler le sang des Oni par eux-mêmes, cela aidera énormément l'agence Momotaro, et mieux encore, s'ils parviennent à transformer le facteur de guérison du sang des Oni en médicament, ils pourraient devenir plus riches qu'Alain, Jeff et Zuc réunis. Yomoji lui rappelle que même les Momotaro ont des capacités similaires, et Tsubakiri répond qu'il n'est pas judicieux de faire des expériences sur des êtres humains. Cependant, les Oni ne sont que des vermines à ses yeux, et il estime qu'il devrait faire des expériences sur eux, car les tuer serait tout simplement du gaspillage. Un enfant Oni terrifié entend tout cela alors qu'il se cache derrière un coin, et il fait de son mieux pour rester silencieux. Dès qu'il entend les pas des deux agents Momotaro s'éloigner de lui, il pousse un soupir de soulagement, ce qui s'avère être une erreur fatale, car Tsubakiri l'entend et se précipite immédiatement vers lui. L'enfant panique, et Tsubakiri décide de l'emmener au laboratoire. Yomoji lui dit qu'elle va l'assommer pour qu'il ne cause pas de problème, mais alors qu'elle essaie de l'endormir sans anesthésie, une goutte de sang tombe sur le manteau de Tsubakiri. Yomoji comprend que cela signifie des ennuis, non pas pour elle, mais pour l'enfant Oni. Tsubakiri s'approche de lui et commence à le frapper, lui disant que même s'il est fasciné par le sang Oni, c'est une chose répugnante et qu'il ne tolérera pas cela sur son uniforme. Il demande ensuite à l'enfant si ses parents vivent à proximité et s'il faisait partie du groupe qu'il vient de tuer. N'obtenant aucune réponse, il soulève les cadavres des Oni à proximité pour les montrer à l'enfant, lui demandant si ses parents sont là. L'enfant est trop terrifié pour parler, et Tsubakiri décide de l'écraser avec les cadavres. Yomoji est effrayé par cela car, parmi toutes les capacités Momotaro qu'elle a vues, celle de Tsubakiri est la plus diabolique. La brume noire qui s'échappe de leur corps est en fait une bactérie spéciale qui vit dans leur sang, et ils peuvent l'utiliser pour créer des armes. Tsubakiri,
cependant, peut utiliser cette bactérie pour contrôler les cadavres, et elle n'arrive toujours pas à s'y habituer. Bientôt, Tsubakiri finit de tuer le garçon et dit à Agli de manger la boulette géante Oni pendant qu'ils partent à la recherche d'autres asticots à tuer. De leur côté, Shiki et les autres élèves marchent dans un large tunnel, et Neto leur explique que certains magasins de ce quartier ont accès à ce tunnel, qui mène à leur base. Ils atteignent bientôt la porte qui les mène à l'espace situé juste en dessous du temple Uruda, qui ressemble à une maison traditionnelle japonaise. Les élèves n'en croient pas leurs yeux lorsque Neto leur dit qu'il s'agit du quartier général de la division de Kyoto de l'agence Oni. À ce moment-là, un médecin sort d'une pièce en se plaignant de tout le travail qu'il a à faire, mais son attitude change soudainement lorsqu'il aperçoit Neto. Le médecin le salue joyeusement, puis commence à se recoiffer en remarquant la méchante blonde. Elle le repousse immédiatement, mais cela ne brise pas le cœur de l'homme, car il est en fait habitué au rejet. Shine demande qui est ce clown, et Neto le présente comme Kyuya, le commandant de l'unité de soutien de la base de Kyoto. Kyuya ajoute que lui et Neto étaient camarades de classe à l'académie, mais Neto n'a pas le temps pour ses bavardages d'idole. Il décide de se rendre immédiatement au front, et Shine lui demande de l'emmener avec lui. Les autres étudiants veulent aussi l'accompagner plutôt que d'avoir affaire à un type bizarre comme Kyuya, mais Neto ne veut rien entendre. Il dit à Kyuya d'utiliser ses gamins comme bon lui semble avant de partir, et à ce moment-là, l'infirmière dit à Kyuya de rentrer et de faire son travail. Elle remarque également les étudiants de l'académie et leur dit de se changer immédiatement car ils ont besoin de toute l'aide possible. Ils s'habillent rapidement en infirmiers assistants et se rendent à l'hôpital de Fortune, où des dizaines d'Oni blessés hurlent de douleur. L'un d'eux vient d'être amené et a perdu ses 2 jambes, en plus d'autres blessures mortelles. Shiki est horrifié de voir son état, et l'infirmière dit également qu'il lui reste au maximum 3 minutes à vivre à ce rythme. Kyuya lui sourit simplement et lui dit qu'ils ne le laisseront pas mourir, et Shiki lui répond sèchement de ne pas faire de promesses aussi irréfléchies et fausses. Kyuya apprécie son honnêteté et sa gentillesse, mais lui dit qu'il est quelqu'un d'important ici, et il décide de montrer aux enfants comment fonctionne réellement le travail de soutien. Ailleurs, Tsubakiri et Yomoji viennent de régler leur compte au capitaine et au vice-capitaine d'un autre groupe. Les Oni restants sont désormais terrifiés par eux, et Tsubakiri est déçu de devoir s'occuper d'une autre bande d'inconnus alors qu'il s'attendait à affronter quelqu'un de fort. Eh bien, ses souhaits sont immédiatement exaucés, car Neto arrive et active rapidement son pouvoir. Tsubakiri est ravi de le voir, mais Neto ne lui laisse pas le temps de se réjouir longtemps, car il lui assène immédiatement son coup fatal. Les Oni sont vraiment heureux de voir que Neto est venu les sauver, mais Tsubakiri n'a subi aucun dommage lors de l'attaque précédente, car il a utilisé le capitaine et le vice-capitaine Oni morts comme boucliers humains. Il s'avère qu'il connaît déjà Neto et lui parle comme s'ils étaient de vieux amis. Il lui demande ce qu'il fait à Kyoto, car ce n'est pas son territoire. Tsubakiri remarque ensuite qu'il a entendu parler d'un endroit où les Oni et Kyoto se rassemblent, et que s'il détruit cet endroit, tout le problème sera résolu. Neto garde son visage impassible et répond qu'il n'en sait rien, et Tsubakiri réplique qu'il abandonnera si même Neto affirme que cet endroit n'existe pas. Il dit alors qu'il ira plutôt visiter le grand temple, et Neto panique intérieurement car il sait que Tsubakiri a un instinct très affûté. Il décide de l'arrêter immédiatement et se prépare à se battre sérieusement. De retour au quartier général, Kyuya insère plusieurs tubes de sang dans son corps, et Shiki demande s'il ne devrait pas plutôt donner ce sang aux blessés. L'infirmière lui dit de se taire et de regarder Kyuya se diriger vers l'homme le plus gravement blessé. Il lui demande s'il veut que ses mains ou ses pieds repoussent, car il ne peut pas se permettre les deux pour le moment. L'homme rassemble toutes ses forces pour dire qu'il veut ses bras afin de pouvoir à nouveau serrer ses enfants dans ses bras. Kyuya lui promet qu'il pourra le faire, mais que ce processus sera extrêmement douloureux. Il se coupe ensuite le poignet pour verser son sang dans la bouche du blessé, affirmant que cela multiplie par plusieurs fois la capacité de guérison d'un Oni normal. Dès que son sang commence à faire effet, l'homme se met à hurler de douleur, et l'infirmière demande aux étudiants de le maintenir au sol. Shiki et les autres obéissent immédiatement à ses ordres, et pendant ce temps, elle demande aux autres d'aller chercher plus de sang dans la pièce voisine. Peu après, quelque chose commence à percer les bandages qui recouvrent les bras de l'homme, et Shiki est horrifié lorsqu'il aperçoit quelque chose qui ressemble vaguement à des doigts humains. Les autres étudiants reviennent à leur tour, et soudain, l'homme blessé régénère ses bras, et même les brûlures graves sur sa poitrine guérissent complètement. Shiki se dirige immédiatement vers Kyuya pour lui demander s'ils peuvent également régénérer ses jambes, ce qu'il confirme, mais ajoute qu'ils doivent le faire progressivement et en utilisant de petites doses de son sang, car il en a déjà consommé trop. L'homme blessé pourrait développer des anticorps s'il en buvait davantage. Kyuya se dirige alors vers le patient et lui annonce qu'il va être retiré de l'unité de combat, mais qu'il pourra rejoindre l'unité de soutien pour aider les autres. Il lui dit qu'avec une paire de prothèses, il pourra bientôt jouer avec ses enfants, et l'homme est ému aux larmes en entendant cela. Kyuya se tourne ensuite vers les étudiants et leur dit qu'il pourrait se retrouver à la place de cet homme à l'avenir. Il comprend la quête de gloire et d'aura qui ne peut se faire qu'au front, mais il leur rappelle que les personnes au front ne peuvent se battre courageusement que parce qu'il y a quelqu'un pour les couvrir, à savoir l'unité de soutien.
Shiki et quelques autres sont désormais très impressionnés par lui et lui disent qu'ils sont prêts à l'aider de toutes les manières possibles. Kyuya dit à Shiki qu'il a besoin de son aide pour une autre affaire et l'emmène voir une jeune fille déprimée nommée Mei, qui a été amenée hier après avoir été attaquée par l'agence Momotaro. Ses parents sont toujours portés disparus, et Kyuya veut utiliser la gentillesse de Shiki pour réconforter la jeune fille. Shiki accepte la mission et essaie de parler à la jeune fille, qui s'ouvre peu à peu à lui. Il lui pose des questions sur l'école, et elle lui répond qu'elle n'y est jamais allée. Alors que Shiki se demande si la jeune fille est une fautrice de troubles comme lui, l'unité de soutien ramène des cadavres du champ de bataille, parmi lesquels se trouvent les parents de Mei. Elle se met à hurler comme une folle en les voyant, et Kyuya dit qu'il ne parvient toujours pas à s'habituer à ces scènes douloureuses, même après tout ce temps. Cependant, il y a un plan plus sinistre et plus profond derrière ces cadavres que ce que tout le monde imagine. Tsubakiri dit à Neto qu'il a contaminé certains cadavres d'Oni avec ces bactéries, sachant pertinemment que l'unité de soutien les emmènera à leur base pour leur offrir des funérailles dignes, et qu'il pourra alors contrôler les cadavres à distance et détruire la base. Neto est choqué d'entendre cela, et Tsubakiri décide de tester si son plan a fonctionné. Il réveille le cadavre du père de Mei pendant que Shiki et Kyuya sont distraits, et elle est folle de joie, pensant qu'il est toujours en vie. Cependant, il commence à l'étrangler sous les ordres de Tsubakiri, mais Shiki et Kyuya s'en aperçoivent rapidement. Kyuya comprend qu'il s'agit du pouvoir de Tsubakiri et dit immédiatement à Shiki de couvrir les yeux de Mei. Il obéit à l'ordre, puis Kyuya transperce le cerveau de l'homme avec 2 couteaux tranchants, le rendant immobile. Mei se met à pleurer lorsque Shiki lui montre ce qui est arrivé à son père, puis Kyuya se rend compte qu'il pourrait y avoir d'autres zombies marionnettes comme celui-ci. Cependant, il réalise cela trop tard, car les marionnettes zombies ont commencé à bouger, et la mère de Mei se lève soudainement et attaque Shiki avant même qu'il ne s'en rende compte. Elle commence à l'étrangler, et Kyuya décide de la neutraliser rapidement, mais avant qu'il ne puisse sortir les scalpels, d'autres zombies s'attaquent par derrière, le maintenant. Shiki ne peut rien faire non plus, et l'apport d'oxygène à son cerveau est lentement coupé, ce qui le fait s'évanouir. La même chose se produit partout dans le quartier général, et les zombies commencent par attaquer les supporters qui les portent. Les supporters ne sont même pas entraînés à se battre, et à cause de la soudaineté de l'attaque, ils sont des cibles faciles pour les zombies à maîtriser. Au même moment, les zombies font irruption dans la pièce où tous les patients graves reçoivent un traitement. Ils attaquent les patients et le personnel soignant, et personne n'a la moindre idée de comment résoudre le problème. De retour dans l'autre pièce, Shiki parvient tant bien que mal à garder conscience alors que Mei pleure et supplie sa mère de le laisser. Shiki dit à la fille de s'éloigner du zombie car ce n'est pas sa mère, mais Mei ne l'écoute même pas. Kyuya essaie de l'aider, mais les zombies le mettent à terre. Voyant que personne ne vient à son aide, Shiki sort un Glock de son cul. Il s'avère que Neto lui avait donné le pistolet sur le bateau, lui disant qu'il n'était pas encore assez compétent pour contrôler son sang, donc s'il devait se battre, il devrait utiliser une arme qu'il connaît bien. Il lui a aussi dit que le pistolet était chargé avec des balles de sang de Shiki au lieu de munitions normales et que ça frapperait beaucoup plus fort. S'il y a un moment pour utiliser le pistolet, c'est maintenant, et Shiki attire d'abord Mei près de lui pour qu'elle n'ait pas à voir l'effusion de sang qui va suivre. Il le pointe ensuite sur la tête de la femme zombie et presse la détente, mettant fin à ses jours. Shiki reprend alors son souffle pendant que Kyuya se fait encore dominer par 3 zombies à la fois. Heureusement, Shiki récupère rapidement et tire un trou dans la tête de chaque zombie avant d'aider Kyuya à se relever. Kyuya se plaint que l'unité de support n'est pas prête pour de telles situations, et il met Shiki en charge de nettoyer ce bordel pendant qu'il évacue les patients. Dans le hall principal, le reste des étudiants se bat contre les zombies avec juste leurs poings parce qu'ils ne sont pas encore sûrs de la situation. Ils se demandent comment mettre les zombies à terre définitivement car ils se relèvent peu importe la gravité de leurs blessures, et c'est à ce moment que Shiki et Kyuya arrivent là. Shiki dit à tout le monde de viser le cerveau car c'est la seule façon d'arrêter les zombies. Il commence immédiatement à faire des headshots dans toutes les directions, et Jin est le premier à suivre son exemple. Jin ouvre ses points de suture et fait un peu de chirurgie sur les zombies devant lui, et les autres réalisent aussi graduellement ce qu'ils doivent faire. Profitant de cette chance, Kyuya ordonne au personnel de support d'évacuer les patients et de soigner toute personne nouvellement blessée. Pendant ce temps, Shiki continue de tirer sur les zombies comme si son pistolet avait des munitions infinies, mais il pense que tuer des gens déjà morts est la chose la plus dégoûtante qu'il ait faite de toute sa vie. Il commence à vivre un traumatisme de première main en pensant que chaque zombie qu'il tue était autrefois une personne qui avait une famille et des amis qui tenaient à elle. Il a l'impression qu'il va pleurer d'un moment à l'autre, et il se demande pourquoi ils font du mal à leurs propres gens alors que leur ennemi est l'agence Momotaro. D'un autre côté, Neto est toujours dans une impasse avec Tsubakiri. Il décide de l'éliminer en combat rapproché, mais Tsubakiri utilise 3 Onimors comme bouclier. Neto est furieux, mais alors il remarque le monstre Agli à côté de lui, prêt à porter un coup dévastateur. Il esquive l'attaque de justesse au dernier moment, mais Agli fracasse les 3 Oni. Neto n'est pas content de cela, et Tsubakiri lui dit qu'il devrait être heureux que les nuisibles qui infectent ce monde soient morts.
Neto lui dit que peu importe sa force, il ne peut pas gagner chaque combat en solitaire, mais Tsubakiri trouve cela ironique venant d'un autre solitaire. Sa point est prouvé en quelques secondes alors que les Oni de chair à canon proposent de le soutenir, mais il leur dit d'évacuer vers un endroit sûr car ils ne feront que le retarder. Tsubakiri lui dit que personne ne quitte cet endroit, et il ordonne à son assistante Yomoji de faire son travail. Yomoji s'avance et utilise son pouvoir, créant une barrière impénétrable autour de Neto et des autres Oni qui les emprisonnent sur place. Tsubakiri dit à Neto qu'il ne peut pas quitter cette barrière sans la permission de Yomoji, et en attendant, il va se promener dans le quartier général des Oni. Neto panique alors que Tsubakiri révèle qu'il a placé des émetteurs sur tous les cadavres d'Oni, et qu'ils se sont tous rassemblés juste sous le temple Aruda, ce qui doit donc être le quartier général des Oni. Tsubakiri commence à marcher vers le temple, et il ordonne à Yomoji d'envoyer Agli à l'intérieur de la barrière. Elle donne à la créature la permission d'entrer dans sa barrière, et Neto se prépare à la combattre. Cependant, Tsubakiri dit que cette créature est produite en masse, donc c'est parfaitement bien même s'il la sacrifie. Il claque des doigts, et le ventre d'Agli se met soudainement à gonfler. Neto réalise qu'il va s'autodétruire et dit à tout le monde de se baisser, mais il n'y a pas assez d'espace dans la petite pièce pour qu'ils évitent l'explosion qui est assez puissante pour briser la barrière de Yomoji et détruire les bâtiments alentours. Yomoji demande s'il devrait vérifier 2 fois pour s'assurer que Neto est mort, mais Tsubakiri lui dit qu'il y a trop de fumée là-bas et qu'il ne veut pas que son uniforme soit sali. Cela s'avère être une erreur car, bien qu'inconscient, Neto ne semble avoir aucune blessure visible majeure. De retour au quartier général, Shiki et les autres ont finalement réussi à vaincre tous les zombies, et Kyuya a aussi transporté les patients vers un endroit plus sûr. Ils pensent que leurs problèmes sont résolus avec ça, mais alors il remarque Mei, qui fixe blankly les cadavres de ses parents. Il va la consoler, et Shiki le rejoint. Il s'excuse auprès de Mei d'avoir tiré sur sa mère, mais elle répond froidement que ce n'est pas grave. Shiki est choqué par sa réponse, mais Mei continue, disant qu'elle courait toujours d'un endroit à un autre, se cachant d'une menace qu'elle ne connaissait même pas. Elle n'avait pas d'amis, et elle n'allait même pas à l'école, et elle se doutait bien que quelque chose comme ça arriverait un jour. Elle affiche un faux sourire en disant à Shiki de ne pas s'inquiéter pour elle, et son cœur se brise en entendant cela. Il se souvient de sa propre enfance et comment il admirait toujours les super-héros. Dans leurs histoires folkloriques, Momotaro est censé être le héros tandis que les Oni sont les méchants. Il demande si c'est ainsi que fonctionnent les héros des contes de fées. Il serre soudainement Mei dans ses bras, déclarant qu'il deviendra un méchant et écrasera tous les héros. Il promet à Mei qu'il créera un monde où elle pourra sourire à nouveau, et elle ne sait pas comment répondre à cela. Peu de temps après, Kyuya emmène Jin avec lui pour du support alors qu'il explique son plan de crémer les corps des Oni morts, mais Jin n'est pas intéressé par ces jacasseries. D'un autre côté, le reste des étudiants traînent les corps pour les emporter à la maison funéraire, mais l'intello prétentieux nommé Juji semble avoir autre chose en tête. Ikari lui dit d'arrêter de paresser et de l'aider, et Juji dit qu'il a une théorie. Puisqu'ils ont été attaqués ici, il croit que le quartier général n'est pas aussi sûr qu'il le pensait et qu'ils peuvent être attaqués à nouveau. La capacité de Juji est plus adaptée pour la reconnaissance, donc il décide de monter la garde. Il s'ouvre immédiatement le pouce et laisse son sang tomber sur le sol, créant un radar qui peut détecter tout être vivant dans un rayon de 5 km, et il peut même confirmer s'ils sont des Momotaro. Ikari est sérieusement impressionné par sa capacité quand, soudainement, Juji repère des personnes hostiles approchant leur base. Ces signaux viennent de Tsubakiri et Yomoji, qui sont arrivés à la boutique qui servait de passage secret vers le quartier général des Oni. La vieille femme là-bas est déjà morte, et Yomoji a aussi trouvé l'entrée du tunnel. Pendant qu'elle l'inspecte, Tsubakiri appelle l'agence Momotaro, leur demandant d'envoyer plusieurs Ugly produits en masse à son emplacement ainsi qu'un Agli à usage spécial qu'il a fabriqué lui-même. Il demande aussi des informations sur un certain Oni à haut risque dont il a oublié le nom, puis se prépare à entrer. Yomoji lui dit que la zone semble vraiment immense et qu'il pourrait y avoir beaucoup d'Oni là-bas, donc ils doivent être prudents. Elle suggère de lancer du gaz poison pour faciliter leur travail, mais juste à ce moment, Tsubakiri reçoit le dossier de l'Oni à haut risque qui n'est autre que Shiki. Il dit à Yomoji qu'ils ne peuvent pas utiliser de poison maintenant parce qu'il veut Shiki vivant. Elle est surprise d'entendre cela, et Tsubakiri dit que Shiki est vraiment spécial pour un Oni et qu'il ne peut pas rater l'occasion de faire des expériences sur lui. D'un autre côté, Kyuya montre à Jin le crématorium où ils brûlent tous leurs amis morts. Jin est un peu interloqué en le voyant, et Kyuya dit qu'une fois qu'une guerre avec l'agence Momotaro commence, beaucoup de gens finissent morts. Il avertit Jin des dangers de la ligne dans laquelle il s'engage, mais lui dit qu'il n'a pas à trop s'inquiéter parce qu'il peut guérir de presque tout. Après cela, il devient soudainement trop amical avec Jin et lui demande s'il a une petite amie. Jin ignore complètement le weirdo et s'en va, et alors que Kyuya le poursuit, il sent soudainement quelqu'un s'approcher de lui par derrière. Il se retourne au même moment où il est poignardé par Tsubakiri, qui visait en fait son dos, mais a manqué. Kyuya est trop surpris pour réagir, mais Jin libère instinctivement ses tronçonneuses de sang pour combattre l'ennemi. Cependant,
Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Yomoji apparaît derrière lui, verrouillant ses tronçonneuses dans sa prison noire puis lui brisant le bras. Jin crie de douleur, mais la prison noire autour de ses bras ne tient pas beaucoup plus longtemps. Il essaie de se concentrer sur les ennemis malgré la douleur, réalisant qu'ils sont dans le pire scénario possible en ce moment. Lui et Kyuya sont blessés, et il ne sait rien des ennemis. Cependant, Kyuya est assez calme même dans cette situation, et il dit à Jin de se précipiter et de dire à tout le monde de l'attaque ennemie pendant qu'il retient les deux Momotaro. Jin suit ses ordres, promettant de ramener des renforts, puis Kyuya tourne son attention vers les deux ennemis devant lui. Tsubakiri dit à Yomoji de faire son truc, et elle crée une barrière gigantesque autour de tout le quartier général. À ce stade, Kyuya réalise que sa capacité est de créer des barrières avec ses bactéries, et elle prévoit de s'assurer que personne ne puisse sortir du quartier général vivant. Kyuya commence à calculer ses options parce qu'il ne peut pas se battre, et il ne pense pas que les étudiants soient assez forts pour battre les adversaires dangereux devant lui. Il croit que les renforts n'arriveront pas de sitôt, et cela signifie simplement qu'il va mourir. Soudainement, Tsubakiri lui demande s'il connaît Shiki, et Kyuya réalise que les choses sont plus compliquées qu'il ne le pense. Il décide de riposter du mieux qu'il peut et sort une seringue de poison de son manteau. Cependant, avant qu'il n'ait la chance de l'utiliser, Tsubakiri lui tranche la gorge et laisse une blessure profonde et jaillissante. Kyuya panique parce qu'il n'a même pas pu le voir venir, et il tombe au sol alors que son sang gicle partout sous haute pression. Alors que Kyuya perd graduellement conscience, il souhaite que s'il doit mourir, ce soit Yomoji qui l'achève. Tsubakiri n'a pas l'intention d'exaucer son souhait, cependant, et il pense que Kyuya est déjà mort de sa seule attaque. Il décide de contrôler son cadavre grâce à ses bactéries mais s'arrête soudainement en sentant les créatures Ugly à l'extérieur de la barrière. Il dit à Yomoji de les laisser entrer, et elle donne accès aux Ugly. Tsubakiri leur demande s'ils ont apporté ce qu'il a demandé, et l'un d'eux vomit une grosse boîte. Il ordonne ensuite aux Ugly de retirer le couvercle, révélant un billot de bois décoré. Tsubakiri demande aux Ugly de porter la boîte avec précaution pendant qu'il recherche Shiki, et au même moment, Jin atteint le quartier général pour avertir tout le monde. Il est surpris quand il ne trouve personne à proximité, mais alors qu'il entre dans le hall principal, il trouve tout le monde prêt à se battre. Ils sont soulagés en voyant Jin, mais il est confus sur pourquoi tous sont rassemblés au même endroit. Shiki lui dit que Juji a utilisé sa capacité et a découvert que des ennemis les approchaient, donc ils ont agi rapidement et ont évacué tous les patients. Cependant, avant que le reste ait pu s'échapper, un mur noir a bloqué la sortie, et maintenant ils sont coincés ici. Certains suggèrent qu'ils devraient chercher une autre sortie, mais l'infirmière dit qu'elle a tout vérifié, et qu'il n'y a pas moyen de sortir. Shiki demande alors à Jin des nouvelles de Kyuya, mais avant qu'il ne puisse répondre à sa question, un Ugly arrive là. Tout le monde est interloqué en voyant un monstre aussi effrayant, et il le laisse traverser le rang vers un type au hasard qui devient de la nourriture pour monstre sous les yeux de tous. Tout le monde décide de s'enfuir pour éviter d'affronter le monstre, et Shiki décide de garder Mei en sécurité avec lui. Peu de temps après, Tsubakiri et d'autres entrent dans le hall et le trouvent vide. Il ordonne aux Ugly de poser le cercueil et s'assoit dessus, ordonnant à Yomoji de capturer Shiki vivant et de tuer tous les autres. Elle lui demande s'il ne va pas l'accompagner, et Tsubakiri refuse, disant qu'il a des pensées importantes à penser. D'un autre côté, la méchante blonde Kuina fouille des vêtements dans une salle de repos pour trouver quelque chose dans quoi elle peut mieux bouger. Pendant ce temps, le dramatique Rukuro est aussi dans la même pièce, pleurant qu'il va mourir parce que son rythme cardiaque est anormal. Kuina lui dit de travailler sa condition physique s'il s'effondre après avoir juste un peu couru. Elle lui couvre ensuite le visage pour qu'il ne la voie pas se changer, et puis, ironiquement, elle se change en tenue de gym sexy. Rokuro lui demande ce qu'elle prévoit de faire maintenant, et Kuina répond qu'elle va évidemment tendre une embuscade. Il devient jaloux des personnes en bonne santé en entendant cela parce qu'il a toujours peur de tomber malade. Juste à ce moment, ils entendent les pas lourds d'un Ugly qui les approche, et Rokuro panique, disant à Kuina qu'il ne peut pas se battre quand il est si stressé. Il la supplie de faire quelque chose, et cela allume soudainement la méchante parce qu'elle aime avoir le contrôle total. Elle dit à Rokuro de se cacher dans le placard parce qu'elle va tout gérer, et il obéit nerveusement à son ordre. Kuina se tient ensuite face à la porte, attendant que l'ennemi arrive. L'Ugly défonce le mur et entre dans la pièce, mais avant de se battre, il demande à Kuina si elle est Shiki. Elle répond avec colère que Shiki est le délinquant à l'air stupide, et en entendant cela, le monstre commence soudainement à l'attaquer. Il renverse le placard dans lequel Rokuro était caché, le faisant s'évanouir. Pendant ce temps, Kuina décide de montrer au monstre qui est le patron une fois que la pièce a été assez saccagée. Elle mord son pouce, et son sang se transforme en gants de boxe autour de ses poings. D'un autre côté, Jin court revenir vers Kyuya pour prendre de ses nouvelles, et Ikari se prépare aussi à affronter un monstre. Au même moment, Shiki se concentre sur se cacher pour garder Mei en sécurité, et le seul endroit qu'il trouve est le jardin. Pendant ce temps, Rokuro reprend ses sens et trouve la pièce complètement silencieuse. Il commence à penser que tout n'était qu'un mauvais rêve et décide de sortir du placard, mais à son choc,
Il trouve le visage du monstre juste devant lui. Il panique en essayant de comprendre la situation qui devient soudainement encore plus bizarre, alors que le monstre se lève et se dirige docilement vers Kuina. Elle caresse son visage avant de le mettre en position puis l'assomme d'un puissant coup de poing. Elle monte ensuite sur le monstre et commence à enchaîner des combos F sur sa tête jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Rokuro a peur d'elle à ce stade, mais Kuina s'amuse à démolir le monstre puis à lui marcher dessus alors qu'il gît impuissant au sol. C'est à cause de sa capacité appelée Lilove, qui transforme les ennemis couverts de son sang en esclaves qui perdent la volonté de se battre contre elle. Alors que Rokuro sort du placard pour demander si elle a vraiment vaincu le monstre toute seule, Kuina lui dit fièrement qu'elle lui avait dit de tout lui laisser. La raison pour laquelle elle lui a dit cela n'est pas parce qu'elle est une femme fiable qui veut prendre soin de tout le monde, mais parce qu'elle est une sociopathe qui aime rendre tout le monde si dépendant d'elle qu'ils perdent complètement la capacité de travailler, et actuellement, c'est Rokuro qui est tombé dans son piège. Il s'agenouille devant elle, la remerciant de l'avoir sauvée, et cela envoie soudainement la tendance de Kuina à le gâter en surmultiplier. Elle étend un drap sur le sol et y installe Rokuro, lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, car elle s'occupera de tout. Il devient nerveux parce qu'elle est trop proche de lui, et Kuina remarque qu'il n'est pas les faibles. Elle décide alors de lui apporter à manger, ce qui panique encore plus Rokuro, qui pense qu'il s'agit d'un piège, car il est impossible qu'une fille lui accorde autant d'attention. Il se met à trembler de peur qu'elle ne l'utilise comme appât lorsque le prochain monstre arrivera, et Kuina commence à s'agiter encore plus autour de lui. C'est alors qu'un autre monstre arrive, et Kuina décide de s'en occuper avant de retourner à sa tâche principale, qui consiste à gâter Rokuro. Elle pense que ce monstre est aussi un faible et décide d'en finir rapidement, mais le monstre s'avère être beaucoup plus fort que le précédent. Il utilise son bras comme un fouet pour l'attaquer et perce un trou dans le mur derrière elle. Rokuro se cache immédiatement à nouveau dans le placard, et Kuina est furieuse contre le monstre qui a ruiné son plaisir. Elle bondit sur lui, activant son pouvoir à mi-chemin, mais le monstre esquive nonchalamment son coup de poing puis lui plante son épaule avec son bras tentaculaire bizarre. Kuina parvient à s'en échapper, mais le monstre utilise alors ses deux bras pour l'attacher, et elle réalise qu'elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs comme ça. Le monstre commence à la rapprocher, et lorsqu'elle résiste, il secoue simplement la corde et la fait heurter le plafond. Le monstre commence à projeter la momie musclée partout dans la pièce, et elle est impuissante à faire quoi que ce soit. À la fin, elle est projetée au sol et le monstre commence à lui piétiner la tête. Rokuro panique en voyant cela, mais c'est tout ce pourquoi ce bon à rien n'est utile. Il regarde juste Kuina se faire démolir et souhaite que quelqu'un vienne l'aider. Il ne pense même pas qu'il puisse l'aider parce qu'il est un faible et un lâche, mais cela lui fait réaliser qu'il est devenu un loser pathétique sans même s'en rendre compte. Il se souvient de l'époque où il n'était pas un loser lâche, et cela lui semble une éternité depuis. Rokuro a grandi dans un petit village arriéré où beaucoup d'Oni vivaient parmi les humains, et une fille nommée Lulu fut son premier amour. Il essayait toujours de l'impressionner en montrant à quel point il était cool et courageux, même s'il était terrifié à l'intérieur. Cependant, avec Lulu à ses côtés, il sentait qu'il pouvait tout faire. Lulu restait aussi proche de lui, et ils passaient tous les deux la plupart de leur temps ensemble joyeusement. Cependant, sous cette vie parfaite, les choses n'allaient pas bien. Lulu était malade, et comme elle était un Oni, elle ne pouvait pas être emmenée chez un médecin normal. Le seul médecin Oni du village aidait à la maintenir stable et en bonne santé, mais un jour, l'agence Momotaro a fait un raid sur le village et ils ont tué le seul médecin. Sans lui, l'état de Lulu empira, et Rokuro lui promit qu'il amènerait rapidement un autre médecin d'une ville voisine. Il lui demanda de lui faire confiance parce qu'il pouvait tout faire pour elle, et Lulu lui dit qu'il avait toujours été le mec le plus cool qu'elle connaissait. Elle lui demanda de rester comme ça pour toujours et mourut immédiatement après. Rokuro fut brisé et dévasté par cela, et peu de temps après, il perdit son étincelle. Il n'avait plus de raison d'être brave ou confiant. Ses cheveux devinrent gris, et il développa de l'insomnie. Sa santé mentale dégringola, et il devint le loser qu'il est aujourd'hui. Alors que Rokuro pense à sa chute, le monstre transforme sa tête en un fouet pointu pour achever Kuina. Rokuro décide de le laisser finir le travail parce qu'il n'est pas capable de sauver quelqu'un. Cependant, juste à ce moment, les derniers mots de Lulu surgissent dans son esprit. Il se souvient qu'elle lui a dit de toujours être cool, et cela réveille soudainement quelque chose en lui. Juste au moment où le monstre attaque Kuina pour l'achever, Rokuro se précipite, l'éloignant du danger en une fraction de seconde. Il réalise que si Lulu le voyait maintenant, elle serait déçue de lui, et il ne va pas laisser cela arriver. Il regarde Kuina inconsciente et blessée et pense qu'elle s'est battue si dur pour le protéger, et que c'est maintenant à son tour de lui rendre l'appareil. Cependant, il est incroyablement terrifié en ce moment et ne sait même pas si son cœur peut supporter le combat, mais il pense à Lulu une fois de plus et se calme. Il se mord le pouce pour libérer son sang qui prend la forme de Lulu. Maintenant que sa fille est devant lui, Rokuro se calme encore plus et lui demande de rester avec lui même s'il n'est pas aussi cool qu'elle le voudrait. La construction sanguine Lulu l'étreint par derrière, et le sang commence lentement à recouvrir son corps, supprimant son anxiété et sa panique. Cependant,
Ce n'est pas sa vraie capacité, et Rokuro est capable d'activer sa capacité une fois qu'il est pleinement confiant. Son sang recouvre son corps, et Rokuro se transforme soudainement en une sorte d'idole K-pop. Le monstre l'attaque après sa transformation, mais Rokuro esquive facilement son attaque puis fait quelques pirouettes fantaisistes en l'air avant d'atterrir derrière lui. La pièce est déjà remplie de pétales de fleurs faits de sang, et chacun d'eux est une lame mortelle. Alors que les pétales frappent le monstre, son corps est déchiqueté en morceaux, mais le monstre survit encore à l'attaque. Rokuro, d'un autre côté, déborde de confiance parce que Lulu est avec lui. Il défie le monstre de l'attaquer et esquive tout avec grâce. Il saute alors pour attaquer le monstre, se souvenant des festivals d'été où il dansait avec Lulu. Perdu dans les souvenirs de sa petite amie, Rokuro esquive les attaques du monstre, lui coupant les bras et le forçant à utiliser ses pieds pour se battre. Il danse dans la pièce, la remplissant de lames de pétales, puis inflige un combo mortel au monstre, le hachant en morceaux. D'un autre côté, Shiki est avec Mei, lui disant qu'elle peut se détendre maintenant parce que les monstres les sont partis. Cependant, elle est encore trop déprimée à cause de la mort de ses parents et pense que peut-être elle aurait dû mourir avec eux aussi. Shiki lui dit de ne même pas penser à cela parce que ses parents ont sacrifié leur vie pour la sauver, et si elle meurt, tout sera vain. Il lui dit de continuer à vivre et de combattre le désespoir qui essaie de l'avaler. Il dit que la première chose qu'elle peut faire est de l'encourager pendant qu'il bat le salaud qui lui a pris sa famille. Sur ce, Shiki se lève et décide de rechercher le Momotaro pour les vaincre. Cependant, Mei croit qu'il ne peut pas gagner, et Shiki lui dit que tant qu'il n'abandonne pas l'espoir, il ne perdra jamais. Pendant ce temps, Neto reprend ses sens après que les autres Oni l'aient réveillé. Il apprend qu'il a été mis KO pendant 15 minutes, et les Oni le remercient parce qu'il a pris beaucoup de dégâts pour les protéger. Neto ne se soucie pas de cela et décide de retourner immédiatement au quartier général pour pouvoir aider ses élèves. De retour au quartier général, Shiki atteint le hall principal où Tsubakiri est juste en train de se détendre. Alors que Shiki se présente et lui demande s'il est le salaud qui a transformé les cadavres en zombies, Tsubakiri affirme joyeusement. Shiki lui demande comment il a pu insulter les morts comme ça, et Tsubakiri se moque juste de lui disant que les Oni ne sont pas des humains, donc ils n'ont pas de droits humains. Shiki devient furieux à cela et sort le bloc sur lui, mais Tsubakiri le regarde juste avec curiosité. D'un autre côté, Jin se précipite pour trouver Kyuya, mais il est arrêté par Yomoji, qui lui dit que le docteur est déjà mort. Elle demande à Jin s'il aimerait se venger pour son ami tombé, et il répond qu'il ne se soucie pas de Kyuya, mais qu'il tuera volontiers tout Momotaro qu'il rencontrera. Il déchaîne ses lames de tronçonneuse, et Yomoji active aussi son pouvoir pour riposter. Jin se précipite vers elle et la frappe de toute sa force, mais Yomoji se protège en créant une pièce impénétrable autour d'elle. Elle quitte la pièce et la dissout immédiatement après avoir bloqué l'attaque et dit à Jin qu'il ne peut même pas la toucher avec ses attaques faibles. Il prend cela comme un défi et devient encore plus déterminé à la tuer. D'un autre côté, Tsubakiri lance un couteau à Shiki pour le désarmer, lui disant d'arrêter de jouer avec des jouets et d'utiliser son vrai pouvoir pour l'attaquer. Shiki est énervé par cela et décide de le pulvériser avec sa pleine puissance. Il crée le puissant lance-roquette, contrôlant son pouvoir par pure rage et mépris, et dit à Tsubakiri qu'il va y mettre tout pour le détruire. Il pense à combien Mei a souffert à cause de ce salaud, puis à comment Neto lui a dit de ne pas utiliser son pouvoir parce qu'il ne peut pas le contrôler. Shiki ne veut pas que quiconque lui dise ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, et il tire le lance-roquette sur Tsubakiri, créant une explosion massive. Cependant, Tsubakiri a esquivé cette attaque, et Shiki profite de cela pour le narguer, demandant s'il avait si peur qu'il ait dû se cacher pour sauver sa vie. Quoi qu'il en soit, Shiki porte son attention sur le cercueil et se demande ce qu'il contient. Tsubakiri répond à sa question en ouvrant le couvercle du cercueil, d'où sort un homme vêtu d'un costume de Momotaro. Il déclare qu'il va exterminer tous les Oni, et Shiki comprend qu'il s'agit d'un autre zombie de Tsubakiri. Shiki le traite de salaud sans cœur, lui demandant comment il a pu transformer les cadavres de ses propres camarades en marionnettes, et Tsubakiri soupire en réponse. Il traite Shiki d'idiot sans cervelle, incapable d'avoir la moindre idée nouvelle. Il lui explique que les gens ont quelque chose qui s'appelle le libre arbitre, et que son partenaire zombie s'est en fait porté volontaire pour être transformé en marionnette après sa mort. Shiki ne comprend pas pourquoi quelqu'un choisirait de faire cela, lorsque le zombie Momotaro utilise soudainement son pouvoir sur lui. Il envoie des ondes de choc sombres vers le cœur de Shiki, et en quelques secondes, Shiki se rend compte que son corps est devenu si lourd qu'il ne peut même plus se tenir debout. Alors que le zombie continue d'utiliser son pouvoir, Tsubakiri explique que lorsque d'autres Momotaro se transforment en zombies, il peut utiliser leur pouvoir. Le pouvoir de son partenaire actuel consiste à mélanger des bactéries avec l'oxygène présent dans l'air afin de le rendre incroyablement lourd. Pendant ce temps, le zombie continue de répéter la même phrase à propos de l'extermination des Oni, et Tsubakiri dit qu'il a également été surpris lorsqu'il l'a entendu parler pour la première fois. Il ne comprend pas si c'est la rancune ou la détermination qui fait parler ce cadavre ambulant, mais il pense qu'il s'agit de l'esprit de Pic Momotaro.
Il continue à presser Shiki avec le pouvoir du zombie, lui demandant combien de temps il pourra tenir face à un ennemi beaucoup plus fort. De leur côté, le groupe d'Oni avec Neto tente de traverser la barrière noire que Yomoji a érigée tout autour de leur quartier général. Leurs armes se brisent lorsqu'elles heurtent le mur, et ils se demandent s'ils ne devraient pas essayer d'autres entrées. Cependant, Neto leur dit que cela serait inutile, car la barrière doit être partout. Les soldats lui demandent s'il peut détruire le mur, et même si Neto est convaincu qu'il en est capable, il pense que ce n'est pas judicieux. Actuellement, il y a des touristes dans le temple au-dessus d'eux, et s'il détruit le mur avec toute sa force, leur vie pourrait être en danger. Tout le monde panique car ils n'ont pas le pouvoir d'évacuer les touristes, et Neto commence à réfléchir à une solution. À ce moment-là, le nerf Guji arrive et dit à Neto qu'il a trouvé des signaux ennemis plus tôt et qu'il a aidé les blessés à se mettre en sécurité. Cependant, une partie du personnel de soutien et la plupart des étudiants sont toujours à l'intérieur. Neto se rend compte qu'ils doivent se dépêcher de sauver tout le monde, mais avant cela, ils doivent d'abord évacuer les touristes. À ce moment-là, des Oni informent Neto qu'ils ont trouvé une personne étrange à l'entrée, et il s'agit simplement de Homar qui a enfin repris ses esprits. Elle continue de marmonner qu'elle ne devrait même pas être présente dans un endroit aussi magnifique, mais Neto est heureux de la voir. Soudain, Guji se met à se comporter comme un pervers de haut vol, car il a un faible pour les filles en uniforme scolaire. Il dit à Homar qu'il aimerait lui offrir sa carte WC, et elle est dégoûtée par ce type répugnant. Même Neto est choqué, car il pensait que Guji était le plus normal de la bande de monstres de cette année. Quoi qu'il en soit, il comprend qu'il existe un moyen d'utiliser les capacités de Homar pour évacuer les touristes et l'emmène immédiatement dans la forêt qui entoure le temple. Neto appelle alors Guji, qui se trouve dans le temple, et lui dit qu'il va provoquer un petit tremblement de terre et un glissement de terrain pour faire évacuer tous les touristes. Guji est choqué, mais Neto lui assure qu'il s'agira d'un petit glissement de terrain et que personne ne sera blessé. Les soldats Oni sont déjà répartis dans tout le temple pour aider les gens à évacuer, et Neto demande à Guji de scanner la zone pour confirmer que tout le monde est parti après l'évacuation. Sur ce, il se tourne vers Homar et lui demande d'invoquer la titan femelle qu'elle a invoquée auparavant, car c'est cela qui va provoquer le glissement de terrain. Elle a peur de devenir folle furieuse, mais Neto lui assure qu'il va gérer la situation. Malgré ses assurances, Homar est trop effrayé pour utiliser ses pouvoirs, et Neto abandonne. Il dit à Guji que le plan du glissement de terrain est annulé et qu'ils doivent trouver un autre moyen. Il dit ensuite à Homar qu'elle est expulsée, car il n'a pas besoin de poids morts inutiles dans son équipe. Il commence à s'éloigner en patinant, mais Homar, nerveuse, lui dit qu'elle a trop peur d'utiliser son pouvoir qu'elle ne peut pas contrôler. Neto répond qu'avoir peur n'est pas un problème, mais refuser de changer en est un. Il est au courant de l'incident que Homar a causé accidentellement dans le passé, mais tous les membres de sa classe ont un passé horrible qui les accable. Il dit à Homar qu'elle doit être celle qui fera le premier pas vers le changement, car personne ne pourra l'aider autrement. Elle déclare vouloir changer et mord soudainement son pouce, laissant son sang jaillir. Le sang prend la forme d'un titan géant et commence à attaquer Neto, qui esquive les coups. Les coups violents de la titane secouent la montagne, et Homar commence à paniquer. Elle s'excuse de ne pas pouvoir contrôler son pouvoir, mais Neto lui dit que ce n'est pas grave, car c'est exactement ce qu'il veut en ce moment. À cause des attaques du titan, le sol commence à trembler et d'énormes morceaux de la montagne se mettent à glisser. Cela provoque la panique parmi les touristes, et les soldats Oni leur ordonnent immédiatement d'évacuer les lieux. Une fois que tout le monde s'est enfui, Guji le confirme à l'aide de son radar, et Neto décide d'arrêter de jouer avec le titan féminin et assomme Homar pour mettre fin à son déchaînement. Au même moment, Jin combat Yomoji, qui le repousse avec ses boîtes noires. Jin décide de garder ses distances avec elle, mais il ne remarque pas qu'elle a invoqué une boîte derrière lui et se retrouve piégé à l'intérieur. Il ne peut plus sortir de la boîte et Yomoji décide de lui infliger une mort lente et douloureuse. Elle commence à rétrécir la boîte, disant à Jin qu'il va être écrasé à l'intérieur. Il lui répond qu'il va la briser à la force brute, mais Yomoji pense que c'est impossible. Alors que la boîte rétrécit encore, elle explique que le cerveau commence à paniquer lorsqu'une personne est enfermée dans un espace confiné et qu'elle perd toute capacité d'agir. Elle pense qu'il en sera de même pour Jin à mesure que la boîte rétrécit, mais elle entend soudain le bruit d'une lame frappant le mur. Elle pense qu'il lui est impossible de faire cela dans un espace aussi confiné, mais Jin lui réserve d'autres surprises. Soudain, la boîte se fissure, puis vole en éclats lorsque Jin en émerge avec des tronçonneuses qui dépassent de son dos. Il raconte à Yomoji qu'il y a longtemps, il dormait dans le conduit de climatisation d'un bâtiment abandonné. Cet endroit était froid, humide et malodorant, et comparé à cela, sa boîte était un véritable paradis. Yomoji est furieuse et décide de l'achever avec sa prochaine attaque, mais à ce moment-là, quelqu'un jette la tête coupée d'un monstre. Il s'agit du délinquant nommé Ikari, qui est furieux contre Momotaro de penser qu'il pourrait le tuer avec des déchets comme cela. Jin lui dit de rester en retrait car c'est son combat, mais Ikari est déjà déterminé à vaincre le Momotaro qui se trouve devant eux. Cependant, lorsqu'il comprend le plan de Yomoji, il perd le contrôle de lui-même.
Il commence à lui faire la leçon sur le fait de porter des vêtements décents, mais elle se moque de ce que les hommes pensent de sa tenue. Hikari laisse alors tomber son sang sur le sol pour activer son pouvoir, mais Yomoji décide d'abord d'emprisonner les deux garçons dans sa cage. Malheureusement pour elle, Hikari est trop rapide et agile par rapport à son attaque. Il esquive facilement son attaque et lui assène un solide coup de pied à la mâchoire qui la secoue. Yomoji est choquée car elle n'a pas pu prévoir l'attaque, mais il s'avère que même Hikari ne pouvait pas prédire ce que son pouvoir allait faire. Son pouvoir sanguin lui confère un pouvoir aléatoire en fonction de sa colère, et à ce moment-là, il obtient une paire de bottes rouges magiques qui augmentent sa vitesse et son agilité. Hikari pense qu'il aurait dû être plus en colère pour obtenir une meilleure arme, mais Yomoji pense simplement qu'il est un ennemi rapide et qu'elle n'est pas douée contre ce type d'adversaire. Au même moment, à l'extérieur de la barrière, Neto utilise son attaque spéciale pour détruire la barrière. Tout le quartier général se met alors à trembler, et il se rend compte que le bâtiment va bientôt s'effondrer. Cependant, il estime que la vie de leurs amis piégés à l'intérieur est bien plus précieuse que le bâtiment, et qu'ils doivent les secourir rapidement. Tous ceux qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment ressentent également les secousses et se rendent compte qu'ils doivent sortir rapidement. Pendant ce temps, Neto et son groupe atteignent l'endroit où Yomoji combat Jin et Hikari. Neto dit à Yomoji qu'elle est désormais piégée et qu'après avoir utilisé ses pouvoirs à grande échelle pendant tout ce temps, elle devrait être à bout de force. Il lui dit de se rendre car elle ne peut pas s'enfuir, mais Yomoji lui répond qu'elle n'a de toute façon pas l'intention de s'enfuir. Elle jette sa robe, ne portant plus qu'une fine couche de bactéries noires, et déclare qu'elle va tuer tout le monde ici. Pendant ce temps, Tsubakiri décide également de mettre fin à son combat contre Shiki, mais Shiki roule hors de portée de son attaque gravitationnelle. Il invoque à nouveau son lance-roquette et les attaque, mais le zombie manipule la gravité pour empêcher la roquette de l'atteindre. Tsubakiri montre alors une autre compétence de son partenaire zombie, comprimant l'oxygène en une petite sphère qui devient incroyablement lourde grâce à ses pouvoirs. Il tire ensuite cette boule gravitationnelle vers lui infligeant de terribles blessures internes. Alors que Shiki gémit de douleur, Tsubakiri dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il soit le fils de Kishin, qui était autrefois considéré comme le plus puissant général Oni de l'histoire. Il est déçu par Shiki, qui ne sait même pas s'il doit croire son histoire. Pendant ce temps, Mei ressent également les secousses et prend peur lorsque des débris commencent à tomber du toit. Cependant, elle se souvient que Shiki lui avait dit de ne pas céder au désespoir, il lui avait dit de l'encourager si elle avait vraiment envie de vivre, et elle décide de trouver le courage de le soutenir. Au même moment, le Momotaro nommé Samidar, qui a tué le père de Shiki, arrive au siège de l'agence Momotaro. Sa nouvelle vice-capitaine, Ina, l'accueille et commence immédiatement à le mater, car il semble qu'il soit une légende vivante parmi les Momotaro. Cependant, Samidar ne veut rien avoir à faire avec la nerd, et il lui dit qu'il travaille seul, donc qu'il n'a pas besoin d'elle. Ina est blessée par sa réponse, mais elle le suit quand même sans vergogne et commence à lui poser des questions sur le quartier général et d'autres choses, car elle vient de la campagne et c'est la première fois qu'elle voit une ville. Elle lui pose soudainement des questions sur les enfants de Kishin, un sujet qui fait l'objet de ragots parmi tous les membres de l'agence, et Samidar trouve que c'est la seule question qui mérite une réponse. Il lui raconte qu'il y a longtemps, le redoutable Oni nommé Kishin a, à lui seul, mené l'agence Momotaro au bord de la destruction. Il a mis enceinte de nombreuses femmes afin de répandre ses gènes à travers le monde et que des Oni plus forts puissent naître après lui. Ina trouve cela étrange, car si Kishin était vraiment le nick canon des Oni, alors ses enfants et petits-enfants devraient être nombreux dans les rues. Samidar lui explique que seuls les Oni qui ont hérité du pouvoir de Kishin sont appelés les enfants de Kishin, et qu'ils ne sont pas nombreux. Cependant, ils naissent à des moments précis et prévisibles. Ina lui demande ce qu'il veut dire par là, et un autre Momotaro lui donne la réponse. Il dit que les enfants de Kishin apparaissent lorsque le camp de Momotaro domine largement les Oni. Ina est surprise par le délinquant qui vient d'apparaître devant elle comme sorti de nulle part, et il se présente comme Shinya, le capitaine de la 21e unité. Ina se sent nerveuse face à Shinya, car il semble vraiment effrayant, mais il est également très bavard. Il lui explique que la guerre entre Momotaro et les Oni dure depuis des milliers d'années, et qu'elle est en réalité due à Kishin et à ses descendants. Lorsque l'agence Momotaro a été créée et a presque détruit la communauté des Oni, Kishin est né. Depuis lors, chaque fois qu'ils sont sur le point d'éradiquer tous les Oni, les enfants de Kishin réveillent leur pouvoir et prolongent la guerre. Shinya continue de maudire les Oni tout en se moquant de Ina, puis lui demande pourquoi le fait que les Oni puissent désormais vivre parmi les humains pose problème. Elle lui répond de manière livresque que les Momotaro sont censés protéger les humains des Oni, et que si les Oni se cachent parmi les humains ordinaires, des innocents pourraient être pris entre deux feux. Shinya la réprimande en la traitant de nerd et lui dit qu'ils ont des politiciens de leur côté qui les aident à nettoyer le désordre même si leur identité est révélée ou si des humains sont pris entre deux feux, mais que ce sont ces politiciens malveillants qui leur causent des problèmes. Il ajoute que les politiciens ont commencé à leur demander de fabriquer des médicaments à partir du sang des Oni, entre autres, et que c'est ce qui l'énerve le plus. Il estime que si les Oni ne se cachaient pas parmi les humains,
Il n'aurait pas à traiter avec ces salauds. Mais Ina lui demande si ce n'est pas une bonne chose que les personnes au pouvoir les aident. Shinya se moque à nouveau d'elle, lui disant que les politiciens ne les soutiennent que pour être les premiers à être protégés si les choses tournent mal. Il se moque de Ina qui ne comprend rien à la nature réelle du monde, puis se tourne vers Samidar, lui disant que cela doit être difficile pour lui d'avoir une stupide campagnarde comme partenaire. Mais il n'en reste pas là et s'approche de Samidar pour lui dire qu'il a peut-être dépassé son apogée puisqu'il a perdu contre Shiki, qui n'est qu'un gamin même s'il est l'enfant de Kishin. Shinya raille Samidar en lui disant que ses supérieurs l'ont placé au quartier général parce qu'ils veulent également qu'il se retire du service sur le terrain et laisse la place à de meilleurs candidats. Shinya s'éloigne alors, disant à Samidar que même s'il reste à son poste, il gravira les échelons en tuant les enfants de Kishin. Samidar lui répond immédiatement de ne pas toucher à Shiki, car il veut le tuer de ses propres mains. Shinya ricane et répond que ce sera difficile avec une seule main. Après son départ, Ina demande à Samidar s'il n'y a qu'un seul enfant de Kishin, et il lui répond qu'il y en a d'autres. Dans le même temps, Tsubakiri explique à Shiki qu'il y a toujours 8 enfants de Kishin dans chaque génération, et qu'il est l'un d'entre eux. Il ajoute que si le véritable pouvoir de Shiki en tant qu'enfant de Kishin se réveille, il deviendra une menace pour l'agence Momotaro, et c'est pourquoi ils doivent se débarrasser de lui. Cependant, il estime qu'il serait encore mieux de le prendre comme cobaye et d'étudier ce qui le rend spécial, ce qui est exactement ce qu'il compte faire maintenant. Shiki se relève alors que le pouvoir du zombie relâche son emprise sur lui, et il maudit Tsubakiri, lui disant qu'il se fiche de la légende de Kishin ou de quoi que ce soit d'autre. Il jure qu'il ne laissera pas Tsubakiri s'en tirer après tout ce qu'il a fait et invoque immédiatement son lance-roquette. Shiki commence à attaquer Tsubakiri sans tenue, le forçant à courir dans la pièce pour esquiver les attaques. Cependant, il s'épuise rapidement et tombe à genoux, pris de vertige à cause de toute la perte de sang. Il ne peut même plus bouger, et Tsubakiri le traite de faible incapable de supporter ce niveau de combat. Il remarque que le bâtiment commence à s'effondrer, alors il ordonne à son partenaire zombie de retenir Shiki, puis remarque que Mei se cache également derrière le mur. Tsubakiri dit qu'il va peut-être s'occuper d'elle ensuite, et Shiki est horrifié de voir Mei en danger. Il lui demande de s'enfuir, mais Mei sort de sa cachette. Elle demande à Tsubakiri si c'est ainsi qu'il a tué ses parents, et il ricane, disant qu'il ne se souvient même pas comment il a exterminé ses parasites. Mei lui demande comment il a pu tuer ses parents alors qu'il n'avait rien fait, mais il se contente de rire en lui répondant que les Oni sont des insectes et qu'ils ne peuvent pas avoir de famille humaine. Shiki dit une nouvelle fois à Mei de s'enfuir, mais lorsqu'il entend son nom pour la deuxième fois, Tsubakiri se souvient en fait de ses parents. Il lui dit qu'ils l'ont supplié d'épargner sa vie et qu'ils avaient l'air si pitoyables qu'il a décidé de la laisser vivre. Cependant, lorsqu'il leur a dit qu'il la tuerait de toute façon plus tard, ils ont été mortifiés. Mei se met à pleurer en entendant cela, mais Shiki lui crie que ce n'est pas le moment de pleurer. Il se lève et dit à Mei qu'ils vont d'abord vaincre ces salauds, puis pleurer ensemble plus tard. Tsubakiri rit en voyant Shiki pleurer et demande comment un Oni peut pleurer. Shiki lui répond qu'il peut pleurer parce qu'il a un cœur, et que si Tsubakiri ne peut pas comprendre cela, c'est lui le véritable démon ici. Tsubakiri s'énerve et utilise le zombie pour écraser Shiki encore plus. Il décide alors de mettre fin à la vie de Mei également, et l'air autour d'elle devient progressivement plus lourd. Shiki panique, réalisant qu'à ce rythme, il ne parviendra pas à protéger une autre personne. Il pousse son corps à ses limites, espérant trouver une réserve cachée de force qui l'aidera à protéger Mei. Soudain, son ongle se déchire et le sang qui en jaillit se transforme en une tornade de feu. Tsubakiri est surpris par cela, car cela signifie que Shiki est en train d'éveiller son pouvoir d'enfant de Kishin. Les enfants de Kishin ont un attribut élémentaire unique, et Shiki a l'attribut de la flamme. Grâce à ses pouvoirs nouvellement éveillés, il annule le champ gravitationnel qui l'écrase et sent qu'il a encore l'énergie nécessaire pour se battre. Tsubakiri est choqué par cela, mais il décide de l'abattre avant qu'il ne puisse récupérer. Cependant, au moment où il essaie d'utiliser ses pouvoirs, une balle tirée par Shiki lui transperce le bras et le met en feu. Tsubakiri panique, pensant que Shiki est vraiment dangereux s'il est encore aussi puissant avec seulement un peu de sang, mais à ce moment-là, Shiki tombe à genoux parce qu'il ne peut pas contrôler les flammes qui entourent son corps. Tsubakiri le remarque également et il appuie immédiatement Shiki à nouveau. Il décide alors de tuer Mei, lui disant que ses parents étaient des vermines qui sont morts de manière pitoyable et qu'elle sera comme eux. Shiki le maudit, lui demandant ce que les parents de Mei lui ont bien pu faire. Il demande si les Oni n'ont même pas le droit de mener une vie paisible, ce qui rappelle à Mei la fois où elle a posé la même question à ses parents. Ils lui ont répondu que tout le monde avait le droit de mener une vie paisible et heureuse, et elle se met à pleurer lorsque Shiki lui dit la même chose. Cependant, Tsubakiri, le raciste, s'énerve et décide de les éliminer tous les deux avec son attaque ultime. Il crée un vortex gravitationnel grâce au pouvoir du zombie, et Shiki recrée son arme pour riposter. Tsubakiri pense qu'il bluffe, car il n'a plus assez de sang pour créer des munitions, mais Shiki est déterminé à se battre jusqu'au bout pour protéger l'avenir de Mei. Pendant ce temps,
Mei pense à ses parents et à la façon dont ils lui ont dit de ne jamais abandonner son avenir. Elle prend une profonde inspiration et encourage Shiki, et soudain, les flammes qui l'entourent éclatent à nouveau. Il retrouve ses pouvoirs, et Tsubakiri ne comprend pas comment cela a pu se produire. Cependant, Shiki est heureux que Mei ait tenu sa promesse, et grâce à ses pouvoirs rechargés, il tire un puissant coup sur le vortex gravitationnel, le détruisant. Tsubakiri ne peut que regarder la scène, puis l'explosion provoquée par l'attaque de Shiki le frappe de plein fouet, lui infligeant d'énormes dégâts. Alors que Tsubakiri, gravement blessé, gît sur le sol, il regrette d'avoir sous-estimé Shiki. Il n'arrive pas à croire qu'il est perdu contre quelqu'un qui vient tout juste d'éveiller ses pouvoirs, mais il se rend compte qu'il est trop blessé pour s'en sortir vivant. Il rampe vers sa partenaire zombie, Manaka, se remémorant leur première rencontre. Il y a quelques années, Tsubakiri n'était qu'un simple chercheur à l'agence Momotaro et n'avait aucun intérêt à rejoindre les forces de combat. Il était satisfait de son travail consistant à mener des expériences sur les Oni qu'il capturait et passait la plupart de son temps dans son laboratoire, mais un jour, Manaka vint le recruter dans son équipe. Tsubakiri détesta immédiatement l'habitude qu'avait Manaka de se mêler de la vie des autres et refusa son offre. Cependant, son refus avait la même valeur que celui que j'ai dans ma famille, et le lendemain, il fut transféré dans l'équipe de Manaka sur ordre de ses supérieurs. Tsubakiri trouva que Manaka avait l'aura et le charisme d'un leader, et il était assez gentil pour prier pour les Oni qu'il tuait. Tsubakiri ne pouvait rien comprendre à tout cela car, après que ses parents aient été tués par un Oni, il avait peu à peu perdu ses émotions. De toute façon, il ne se souciait pas beaucoup de ses parents car ils étaient toujours occupés par leur travail à l'agence et ne lui consacraient jamais de temps. Un jour, il raconta son histoire à Manaka, qui l'emmena immédiatement chez lui et le présenta à sa femme et à sa fille. Après cette journée, Manaka l'invita souvent à dîner avec sa famille, et petit à petit, Tsubakiri recommença à ressentir la chaleur des émotions humaines. Cependant, il ne comprenait toujours pas pourquoi Manaka avait une famille alors qu'elle pouvait être un handicap pour lui et son travail. Manaka lui expliqua que sa famille lui donnait la motivation nécessaire pour faire de son mieux et rentrer vivant à la maison, mais cela allait bientôt causer sa mort. Un jour, Manaka et son équipe ont fait une descente dans un appartement après avoir reçu des informations concernant un Oni, et ils y ont trouvé un enfant. Manaka a vu sa fille dans ce garçon et n'a pas pu l'attaquer, lui donnant ainsi la possibilité de s'enfuir. Cependant, une fois dans la rue, le garçon Oni est devenu fou furieux et a tué toutes les personnes qu'il voyait. Malheureusement, la femme et la fille de Manaka étaient sorties faire des courses au même moment, et le Oni enragé les a également attaqués. Manaka s'est précipité pour les sauver, mais il était trop tard. Sa femme et sa fille ont perdu la vie, et il a également été mortellement blessé en combattant l'Oni. Dans ces derniers instants, Manaka a regretté d'avoir fait preuve de compassion envers ses ennemis et a déclaré que tous les Oni devaient être éliminés sans pitié sur place. Il a demandé à Tsubakiri d'utiliser son cadavre afin de pouvoir continuer à combattre les Oni même après sa mort. Tsubakiri accepta sa demande et, en contrôlant le cadavre de Manaka, il gravit rapidement les échelons jusqu'au rang de capitaine d'escouade. Même aujourd'hui, il n'a pas abandonné et jure qu'il continuera à se battre aux côtés de Manaka jusqu'à ce qu'ils aient exterminé tous les Oni. Il tente de ramper vers lui, mais soudain, le corps de Manaka prend feu et Tsubakiri perd connaissance après avoir perdu tout espoir. De son côté, Shiki n'arrive pas à croire qu'il ait gagné le combat. Alors qu'il fixe le plafond, abasourdi, mais s'approche de lui et soudain, un énorme rocher tombe du plafond, atterrissant juste à côté d'elle. Le bruit de la chute du rocher ramène Shiki à la raison, et il dit à Mei qu'ils doivent quitter cet endroit immédiatement. Cependant, il n'a plus aucune énergie et s'effondre sur le sol, saignant abondamment. Au même moment, dans le tunnel, Yomoji s'est enfermée dans une barrière après avoir réalisé qu'elle ne pouvait pas gagner. Neto décide de la laisser seule car elle n'a pas assez de pouvoir pour sceller à nouveau leur base. Il décide plutôt de sauver tous ceux qui sont piégés à l'intérieur avant que le bâtiment ne s'effondre. Neto, Jin et les autres courent vers le hall principal et, à leur grande surprise, ils trouvent Kyuya en train de soigner Shiki, qui est inconscient. Jin lui demande comment il a bien pu survivre, et Kyuya répond qu'il était presque à l'article de la mort, mais qu'il a bu un peu de son sang qui avait éclaboussé le toit, ce qui lui a permis de rester en vie. Après avoir entendu cela, Neto s'occupe de Tsubakiri, lui disant qu'il a l'air pathétique. Cependant, avant de l'achever, il lui demande ce qu'il pense des pouvoirs Kishin de Shiki. Tsubakiri répond que Shiki était vraiment fort, mais qu'il semblait brûler sa force vitale. Jin est intrigué par toute cette histoire de Kishin, mais Kyuya lui dit qu'il lui expliquera tout une fois qu'ils seront en sécurité. Peu après, Yomoji arrive dans le hall et est horrifié de voir Tsubakiri mort. Il avait changé après avoir rencontré Manaka et suivi les traces de son mentor. Il avait même fondé une famille, mais Yomoji est maintenant mortifié à l'idée d'annoncer à la femme et à la fille nouveau-née de Tsubakiri qu'il est mort au combat. Quelques heures plus tard, Shiki se réveille complètement remis de ses blessures. Kyuya et Neto sont là pour veiller sur lui, et Neto lui tend une bouteille d'eau en remarquant qu'il a vraiment vaincu un capitaine Momotaro.
Shiki réalise enfin qu'il a gagné contre Tsubakiri, mais il devient immédiatement triste car rien ne peut ramener les parents de Mai. Neto ouvre doucement les fenêtres, disant qu'ils ont trop perdu pour considérer cela comme une victoire, mais qu'ils devraient être heureux d'avoir survécu. Peu après, Shiki et le reste de ses camarades de classe se préparent à retourner à leur école. Kyuya a décidé d'adopter Mai et demande à tout le monde de leur rendre visite à nouveau. Alors que les élèves montent à bord du navire, Mai appelle Shiki et le remercie avec un sourire radieux. Il lui répond qu'il viendra la revoir. Une fois arrivé à l'académie, Neto commence à expliquer aux élèves comment l'agence ONI est divisée en 3 parties. Il y a l'unité de combat, l'unité médicale et l'unité de reconnaissance, et une fois diplômés, les élèves seront affectés à ces unités en fonction de leurs capacités. Cependant, la classe est en désordre, le cerveau de Shiki surchauffant et émettant des sons audibles alors qu'il essaie de se concentrer sur ses cours. Kuina essaie de toiletter Rokuro, et Ikari dort sans se soucier de rien. Neto est le plus énervé contre Ikari, et il le réveille d'un claquement de doigts qui produit un bang sonique. Après cela, il déclare que le cours est terminé et que tout le monde doit maintenant choisir un partenaire pour partager sa chambre dans le dortoir. Alors que les élèves ont des opinions divergentes sur le fait de partager une chambre, Guji fait remarquer que l'un des garçons sera laissé de côté car ils sont en nombre impair. Neto annonce que celui qui sera laissé de côté partagera sa chambre, et tout le monde commence soudain à voir ses camarades de classe d'un œil beaucoup plus favorable. Ils discutent encore de la façon de répartir les chambres, mais Kuina déclare alors qu'elle veut être la partenaire de Rokuro. Tout le monde est stupéfait, et Guji devient jaloux de Rokuro, mais Neto précise que les garçons et les filles auront des chambres séparées. Kuina demande alors qui va s'occuper de Rokuro, et Shiki lui demande ce qu'elle entend par là. Kuina décrit en détail ce qu'elle compte faire avec Rokuro, et en bref, cela implique entre autres 4 rounds de sexe non protégés par jour. Shiki est aussi furieuse que Guji en entendant cela, et toutes deux s'en prennent à Kuina. Shiki demande à Omar de raisonner Kuina, car il ne veut pas que Rokuro ait tout le plaisir. Cependant, Omar fait ses valises et s'excuse, disant qu'elle est la personne en trop ici et que si elle part, leur nombre sera équilibré. Elle dit qu'elle vivra dehors dans un carton, et Shiki se sent mal rien qu'en l'entendant. Quoi qu'il en soit, Shiki, Guji et Ikari disent à Jin qu'il doit aller en prison, ce qui signifie qu'il devra partager une chambre avec Neto, car c'est le plus solitaire ici. Jin répond froidement qu'il se débrouille très bien tout seul, ce qui énerve les 3 autres. Il le traite d'imbécile qui ne sait même pas lire l'ambiance, puis Shiki dit à Ikari qu'ils devraient partager une chambre tous les deux. Ikari refuse immédiatement, disant qu'il déteste être entouré de gens, et Guji se sent trahi et exclu. Alors qu'il boude parce que personne ne veut de lui comme colocataire, Rokuro lui tend la main en lui demandant s'il veut devenir son colocataire, car il a peur de Kuina. Cependant, Guji est encore plus énervé et demande à Rokuro s'il veut le rendre encore plus jaloux en lui racontant que Kuina lui donne toujours le bloc 3000 avant d'aller à l'école. La santé mentale de Rokuro en prend un coup, et pendant qu'il boude tout seul, Ikari dit à Shiki de partager sa chambre avec Neto à la place. Shiki refuse, prétextant qu'il veut parler de ses coups de cœur et autres sujets avec son colocataire avant de s'endormir. Il explique à quel point il est impatient de partir en voyage scolaire avec tout le monde, car il n'en a jamais fait auparavant, ayant été suspendu au collège puis expulsé dès son entrée au lycée. Tout le monde est surpris d'apprendre que Shiki est allé à l'école, et il leur demande pourquoi ils sont si surpris. Guji répond que ses pouvoirs se sont éveillés quand il était jeune, et qu'il n'a donc jamais eu la chance d'aller à l'école. Les autres ont des histoires similaires, et Shiki se rend compte qu'ils étaient dans une situation pire que la sienne. Quoi qu'il en soit, Neto leur dit d'arrêter de perdre leur temps et de décider déjà de leur colocataire, et Shiki dit qu'ils devraient utiliser la méthode du pierre-papier-ciseaux pour décider avec qui ils vont être jumelés. Tout le monde est d'accord avec cette idée, et lorsqu'ils lancent leur signe, Guji se retrouve être le laissé-pour-compte. Il est dévasté car il va désormais devoir partager une chambre avec Neto. De son côté, Shiki se sent chanceux d'avoir évité Neto, mais il découvre alors que son partenaire est Jin, et honnêtement, ce n'est pas beaucoup mieux pour lui. Il est déçu car Jin est la personne la moins amusante du groupe, mais Jin, quant à lui, est curieux à propos de Shiki. Avant de retourner à l'académie, il a parlé avec Kyuya de Shiki et a appris les détails concernant les enfants de Kishin. Il est un peu amer à ce sujet maintenant et dit à Shiki de ne pas devenir trop confiant simplement parce qu'il est né avec des pouvoirs spéciaux. Après cela, la classe redevient aussi chaotique que jamais, et Shiki commence à penser à Mai. Il se demande comment elle va et espère qu'elle travaille dur pour un avenir où elle pourra être en sécurité et heureuse. Au même moment, au siège de l'agence Momotaro, le délinquant nommé Shinya est également en action. Il pense que s'il élimine Shiki, qui a vaincu Tsubakiri, il marquera beaucoup de points et sera promu capitaine d'escouade. Il dit à son équipe de se préparer car il part immédiatement, mais celle-ci lui répond qu'elle n'a pas la permission de partir de son propre chef. Cependant, Shinya s'en moque car tant qu'il obtient des résultats, ses supérieurs ne se plaindront pas de ses méthodes. Quelques jours plus tard, Shiki et ses camarades de classe profitent d'un bain public chaud après une autre journée difficile à l'école.
Alors que Shiki se plaint que Neto est un professeur démoniaque, Jin s'en va car il a fini de se baigner. Hikari prend également congé car il en a assez des jérémiades de Shiki, mais au moins Guji est d'accord avec lui. Rokuro, quant à lui, sait que Kuina l'attendra dehors pour le gâter, et bien que ce soit le rêve de tout homme, se lâche est terrifié à cette idée. Guji et Shiki pensent qu'il se vante, mais alors que Rokuro leur assure qu'il est terrifié par les mamans attentionnées et dominatrices, ils entendent la voix de Kuina qui tente d'entrer dans le bain des garçons pour rejoindre Rokuro. Les trois garçons ont des réactions différentes face à cette situation, mais lorsque la porte s'ouvre, ils trouvent Neto à la place de Kuina, qui est retenu par les autres garçons. Neto annonce à tout le monde qu'ils vont effectuer un exercice d'évacuation d'urgence et que tout le monde doit se rassembler dans le gymnase dans 10 minutes. Shiki arrive en retard et commence à dire à Neto que c'est de sa faute s'il l'a dérangé alors qu'il se détendait. Neto ne croit pas à ses excuses et lui demande s'il préfère s'entraîner dans la tempête qui fait rage dehors s'il a un problème avec l'exercice d'évacuation, et Shiki change immédiatement d'attitude. Quoi qu'il en soit, Neto commence son discours, expliquant aux élèves que s'ils ne sont pas capables d'agir en équipe et de réagir rapidement en cas d'urgence, leur chance de survie diminue considérablement. Il leur dit que cet exercice a pour but de les entraîner à travailler en équipe, puis leur montre les provisions entreposées dans un coin du gymnase. Il leur demande de rester à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre pendant qu'il part patrouiller le campus. Tout le monde est soulagé lorsque Neto finit par les quitter, mais ils ne savent plus quoi faire. Jin est le premier à remarquer une casserole parmi les provisions, et Shiki dit qu'elle pourrait contenir une bombe. Il pointe son doigt en forme de pistolet vers elle, affirmant que la meilleure façon de se débarrasser d'une bombe est de tirer dessus à distance, mais Hikari et Omar lui disent d'arrêter, car même un singe pourrait deviner que la casserole contient leur dîner. Shiki rit et leur dit qu'il plaisantait, mais Hikari se fâche contre lui et le traite d'idiot. Shiki se dispute avec lui, mais cela prend fin assez rapidement lorsqu'Omar commence à s'excuser de l'avoir offensé. Pendant qu'ils se disputent, Kuina décide d'aller chercher à manger pour son cher Rokuro et découvre qu'il s'agit de leur plat de base, du curry et du riz. Alors que tout le monde s'assoit pour manger, Shiki commence à faire des manières et demande si quelqu'un veut ses germes de soja, car il déteste tout ce qui est vert. Omar lui dit de ne pas être difficile, et même si elle adore les germes de soja sautés, elle ne les aime pas assez pour accepter les restes de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, Shiki remarque Hikari près de la marmite, car il a fini sa première assiette, et il avale immédiatement toute sa nourriture en 3 bouchées avant de se précipiter pour se servir une deuxième fois. Jin les observe de loin, et même s'il aimerait se précipiter pour se servir une deuxième fois, il ne peut pas manger vite car il supporte mal les épices, il ne veut pas que quelqu'un le prenne pour une mauviette, alors il mange lentement. De son côté, Kuina demande à Rokuro s'il veut une deuxième portion, mais il répond qu'il est rassasié et que s'il mange trop, il aura la nausée. Il est secrètement jaloux des idiots qui peuvent manger tout ce qu'ils veulent, mais il est également content qu'ils aient du pudding en plus du curry. Il dit à Kuina à quel point il aime le pudding, mais cette idiote devient jalouse et lui demande s'il aime le pudding plus qu'elle. Rokuro ne sait même pas quoi répondre alors que Kuina commence à le secouer, mais elle décide ensuite de lui faire du pudding plus tard, et il la remercie pour cela. Cela change soudainement l'humeur de Kuina, et elle dit à Rokuro qu'il peut aussi avoir son pudding. Quoi qu'il en soit, une fois que tout le monde a fini de manger son dîner et son dessert, Omar constate qu'il reste un paquet de pudding. Elle demande si quelqu'un a oublié le sien, mais tout le monde a eu sa part de pudding. Elle demande alors si quelqu'un veut le paquet supplémentaire, et Jin décide d'arrêter de jouer les durs et lève la main. Cependant, Shiki lui arrache instantanément le pudding des mains. Jin baisse la main, frustré, mais Shiki le voit juste à temps. Il dit à Jin d'arrêter d'hésiter s'il a faim et lui offre la dernière assiette de curry qu'il gardait pour plus tard, mais son geste sincère ne fait qu'énerver Jin. Au même moment, Neto inspecte toutes les salles une par une dans le cadre de l'exercice d'évacuation d'urgence. À ce moment-là, le cochon vert messager de l'académie arrive, et Neto décroche le téléphone pour trouver le directeur à l'autre bout du fil. Le directeur lui dit qu'il n'a pas besoin de respecter les règles de l'exercice d'urgence, car ils savent tous les deux qu'il n'y a pas de réel danger sur le campus. Il dit à Neto d'aller passer du bon temps avec ses élèves, mais se rend compte ensuite que les élèves seraient plus à l'aise sans lui. Neto est d'accord, mais il espère simplement que ses élèves s'entendront bien entre eux, même s'il ne pense pas que cela arrivera de sitôt. Il commence à parler du fait que tout le monde a son propre bagage émotionnel et qu'il n'est facile pour personne de s'entendre avec les autres. De retour dans le gymnase, Jin se prépare à affronter Shiki pour le pudding, et Shiki le traite de lâche qui n'ose même pas dire qu'il veut plus de pudding. Cela met Jin encore plus en colère, et il libère sa tronçonneuse sanglante, ce qui incite Shiki à invoquer son bazooka également. Jin tire la première avec sa tronçonneuse, et Shiki la bloque, mais alors qu'il s'apprête à riposter, Neto arrive sur les lieux. Il est déçu qu'ils aient risqué leur vie pour un pudding et encore plus déçu qu'ils aient mangé toute la nourriture sans lui en laisser. Tout le monde est choqué d'apprendre que Neto était censé manger avec eux, et Omar commence à s'excuser parce qu'elle a mangé tous les germes de soja. Les autres élèves sont plus effrontés et disent à Neto que c'est de sa faute s'il ne l'a pas précisé plus tôt,
et il ne peut pas nier leur logique. Quoi qu'il en soit, il leur dit qu'il est strictement interdit d'utiliser leur pouvoir ou de se battre dans le gymnase, et que toute personne qui quittera la salle sans autorisation sera expulsée. Il part ensuite avec le pudding, mais oublie la cuillère. Omar se demande s'il devrait le suivre pour lui donner la cuillère, mais Kuina lui dit de laisser tomber, car cela ne vaut pas la peine de risquer l'expulsion. Tout le monde décide ensuite d'aller se coucher, et Shiki est tout excité car il veut juste passer du temps avec des gens de son âge. Jin est tout le contraire, et il garde ses distances avec tout le monde. Pendant ce temps, Kuina dit à Rokuro de se glisser dans son sac de couchage pour qu'ils puissent se blottir l'un contre l'autre toute la nuit, mais il n'est vraiment pas emballé par cette idée. Cela énerve le pervers Guji, qui veut aussi tenter sa chance, et Hikari est tout le contraire de lui. C'est un vieux schnock qui pense que les garçons et les filles ne devraient commencer à sortir ensemble qu'après 20 ans, et il n'aime même pas l'idée qu'ils dorment tous ensemble. Il utilise immédiatement un rideau pour diviser la salle en deux parties afin de séparer les garçons et les filles, mais Shiki s'amuse toujours, car c'est comme un voyage scolaire pour lui. Hikari décide finalement de se joindre à la fête et déclare qu'il est temps de raconter des histoires d'horreur. Shiki commence à transpirer car il est terrifié par les fantômes et autres créatures, mais les autres garçons sont tous impatients de partager des histoires effrayantes. Hikari dit à Jin qu'il va lui aussi leur raconter une histoire, et Shiki espère que Jin se montrera désintéressé, car cela lui donnerait une excuse pour se défiler lui aussi. Cependant, Jin n'a aucun problème avec les histoires de fantômes, et Shiki se rend compte qu'il est fichu. Rokuro commence en racontant qu'il a l'impression que quelqu'un le regarde tout le temps depuis qu'il est arrivé à l'académie, mais tout le monde lui dit que ce n'est que Kuina. Ensuite, Guji raconte à quel point il est terrifié chaque fois qu'il entend les pas de Neto pendant qu'il lutte avec son serpent. Shiki est content qu'aucune histoire ne parle encore de fantômes, mais Hikari commence alors à raconter l'histoire du fantôme d'une femme sur un col de montagne. Soudain, la lumière s'éteint et Shiki, terrifié, pousse un cri sauvage. Il fait semblant d'être cool et essaie de rejeter la faute sur Guji lorsque celui-ci allume la lampe torche, mais il y a des choses plus importantes à craindre. Jin dit que les rumeurs selon lesquelles les histoires de fantômes attirent de vrais fantômes semblent être vraies, puis il montre du doigt un fantôme debout dans un coin. Il s'agit simplement du directeur, qui essaie d'effrayer les enfants pour les inciter à créer des liens entre eux, mais Shiki, Rokuro et Guji sont terrifiés. Ils se blottissent contre Hikari, qui les repousse car c'est la première fois qu'il voit un vrai fantôme et qu'il veut devenir chasseur de fantômes. Il se jette sur le directeur, qui le repousse avec un chant de force, et Jin décide de passer à l'action. Le trio de lâches s'accroche à lui, et alors qu'il essaie de se débarrasser d'eux, Shiki laisse sa peur prendre le dessus sur sa raison. Il sort son arme et commence à tirer au hasard, détruisant la pièce sans même viser directement le directeur. Lorsque Neto arrive plus tard au gymnase, il est horrifié de voir ce qui s'est passé, et le directeur lui demande de dire aux élèves que ce n'était qu'un mauvais rêve et qu'il n'y avait aucun fantôme. Le lendemain, tout le monde est convaincu d'avoir fait un cauchemar à cause de la nuit orageuse. Lorsque Neto entre dans la classe, il leur annonce qu'ils vont se rendre à Tokyo pour leur prochain exercice sur le terrain. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.